j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais en voyage. Je suis parti au Brésil sur une rivière à nager avec un anaconda. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Je suis un ancien champion de parcours, explorateur urbain, que ce soit des toits de Paris jusqu'au tréfonds des catacombes par exemple, et devenu aventurier. Quand je faisais du parcours, je faisais des énormes sauts sur les toits de Paris, et en fait à chaque fois que je rentrais le soir, j'avais des convulsions parce qu'en fait dans ma tête, je revisionnais le saut et je me voyais mourir d'un milliard de façons. Alors, j'ai eu des blessures. J'ai cassé ma clavicule, mais jamais j'ai fait une compétition de Red Bull où j'étais pas blessé. Les catacombes, en tant qu'explorateur, ça reste un peu le Walt Disney. On peut le vivre en te faisant kiffer, tu vois. Il y a des lieux dans lesquels je suis allé, c'était pas le même jeu. C'est quoi la chose la plus étrange que t'as vue dans les catacombes ? Johan, comment tu vas ? Bienvenue sur Crisis. En pleine forme, content d'être là en tout cas, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venu en trottinette et pas sur les toits, on en parlait justement avant, avant de commencer l'épisode, mais je suis très content de te recevoir justement, parce que ça fait longtemps que je te suis, donc on en parlait juste avant, on va éviter de dire ancien, mais champion du monde de parcours, aventurier, explorateur urbain. C'est un honneur justement de te recevoir parce que je suis tes contenus à l'époque avec la Freerun Family, tout ça. Je pense qu'on va parler plein de choses aujourd'hui parce que tu as eu tellement de vie. Je sais même pas par quoi commencer et par quel sujet on commencera, mais je te propose de commencer l'épisode. Et en général, j'aime bien que les invités se présentent un peu d'eux-mêmes. Et la question que je pose est toujours la même. Et Johan, qu'est-ce que je dois savoir sur toi pour comprendre la personne que j'ai en face de moi ? C'est bien, ça commence très bien. Attends. Avant de continuer, j'ai quelque chose à te demander. Seulement 4,7% d'entre vous sont abonnés. Si c'est pas encore ton cas, abonne-toi parce que plus on est nombreux, meilleurs sont les épisodes et les invités comme celui d'aujourd'hui. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, mais pour nous ça change tout. On reprend, bon épisode. Eh bien, déjà je vais commencer par me présenter tranquillement. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Johan Leroux. Je m'approche des 40 ans, ou des 240 ans pour certains. Toujours les immortels. Je suis un ancien champion de parcours, comme tu l'as dit. Explorateur urbain, spécialisé donc dans la ville, que ce soit des toits de Paris jusqu'au tréfonds des catacombes par exemple, et devenu aventurier depuis maintenant à peu près 3 ans et demi, part dans la nature faire des expéditions. C'est rien qu'en 2 phrases, tu as déjà montré toutes les vies que tu avais. J'ai noté que tu as quand même oublié un détail qui est écrit dans les docs que tu m'avais envoyés que je ne savais même pas. Et je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais tu as fait quelques années où tu as été dans un temple en Chine, c'est ça, pour faire des apprentissages Shaolin ? Alors, en fait, j'y suis pas allé quelques années. Okay. J'y suis parti à peu près 1 mois. Parce que, en fait, j'avais essayé de négocier avec mes parents pour faire un grand voyage à mes 18 ans, parce que mes parents travaillaient chez Air France, et donc j'avais, en étant petit, des avantages où je payais pas beaucoup, pas cher les billets. Et pour ce dernier truc à mes 18 ans où j'avais pu avoir justement cette petite aide-là, et je me suis dit, allez, je veux voyager vraiment loin pour mes 18 ans, je veux partir loin, et j'ai choisi la Chine. Et de fil en aiguille, je suis arrivé justement en Chine, et j'ai pu m'émanciper un petit peu là-bas des règles, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où j'y suis allé, il y avait quand même beaucoup de règles. La Chine était encore assez fermée, et ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres, et au fil des rencontres, je suis arrivé à Shaolin, effectivement, avec des gars incroyables avec qui je me suis entraîné, où j'ai pu échanger justement entre mes techniques de parcours et leurs techniques de respiration et de captage des mouvements d'animaux. Ouais, ok, donc tu as fait 1 an, désolé pour... C'était pas plusieurs années, d'ailleurs j'ai pas tenu plus de quelques semaines. Après il fallait me nourrir directement, je pouvais plus bouger. Donc c'était quoi qui faisait que t'as pas pu rester ? C'était le rythme, en fait là-bas, je sais pas si en ce moment je vois pas mal de gens qui vont à Shaolin, mais il y a plusieurs écoles, il faut savoir vraiment que c'est quand même réparti maintenant, il y a beaucoup de choses. Moi de ce que je me rappelle, je suis arrivé dans un vieux temple avec un arbre au milieu, dès que tu le grattes il a les feuilles qui bougent. Donc c'est comme si il y avait une réaction. Et en fait, c'est juste à côté, t'as l'école avec les petits gamins qui doivent avoir moins de 10 ans et qui se prennent des gros coups de bâton dans les genoux parce qu'ils peuvent pas faire un salto correctement. Et moi, j'arrive là-dedans et je rencontre donc justement 2 frères. Et ces 2 frères, ils me proposent de m'entraîner là-bas. Et ce qui est vraiment dur, c'est que en fait, tu vas faire ton entraînement de très très tôt le matin jusqu'à ce que tu aies fini l'entraînement. C'est-à-dire que si tu n'as pas fini l'entraînement, tu vas pas te coucher.
Et ça, c'était un peu mon problème, c'est que en fait, j'ai pas tenu le rythme, je pouvais pas finir les entraînements parce que j'étais pas assez entraîné, quoi. Et ce qui fait que en fait, l'accumulation, elle arrive et qu'à un moment, voilà, c'est eux qui sont obligés de te nourrir parce que toi, ton corps, il a dit non, je peux juste plus, quoi. Là, je craque. Ils sont entraînés comme des militaires en mode bootcamp, mais extrêmement, sur chaque détail. C'est-à-dire, on va dire que, par exemple, le militaire, il va refaire son lit tous les soirs. Ouais. Le Shaolin, lui va balayer tout le temple, tu vois. Donc, c'est pas la même chose, quoi. Refaire son lit, c'est moins physique que de balayer tout le temple avant d'aller bouffer. Et puis, le lendemain, recommencer avec quelques heures de sommeil en moins. Voilà, ça se rapproche pas mal. En tout cas, il y a un petit truc similitaire. Enfin, il y a une similitude entre les militaires et Shaolin. Alors désolé, j'ai squeeze toute une partie de la chronologie parce que tu en as parlé au début avec le parcours et tu es revenu à ça. J'ai plein de petites histoires. Ouais, je te propose qu'on recommence peut-être un peu plus au début parce que du coup tu faisais déjà du parcours avant d'aller en Chine. Est-ce que c'est l'un des premiers sports vers lequel tu as été? Est-ce que c'est l'un des premiers sports vers lequel tu as eu, on va dire, ce niveau et cette compétence athlétique, on va dire? La première fois le premier sport vers lequel j'ai été attiré, c'était pas un sport qui venait de moi, c'était un sport qui venait de ma famille. Moi, j'ai mon père et ma famille, et d'ailleurs même mon grand-père était quelqu'un de très connu dans le milieu du rugby à l'international, chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. Donc en fait, je suis rentré dans le milieu sportif parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire à travers le côté multisport. Et le rugby parce que c'était dans notre sang, dans notre ADN de la famille. Donc j'en ai fait pendant, je crois que 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et en même temps, avec mon meilleur ami Christophe Picot, qui est un mec du parcours aussi, évidemment, de ma génération, on s'est lancé dans les arts martiaux, fan de Bruce Lee, voilà. C'est la même génération, voilà, on sort de là. Donc j'ai mixé ces deux premiers sports entre le rugby, où j'aurais pu passer professionnel, et les arts martiaux. Et au final, j'ai transféré tout ça à un mode de déplacement beaucoup plus... qui tendait plus vers la liberté. J'avais du mal à un moment, parce que j'ai perdu mon coach de rugby est mort en fait, et ça m'a complètement coupé, parce que d'un coup je me suis retrouvé sur le banc de touche, j'avais plus aucune utilité, je savais plus où je voulais aller, et j'avais plus ce stimuli qui faisait que j'arrivais à travailler en équipe. Donc le rugby, quand t'es pas en équipe, c'est pas un jeu qui est fait pour les solitaires. Donc là je me suis mis dans les arts martiaux, et de là, je me suis rendu compte que j'aimais pas faire mal aux gens. C'est-à-dire que je suis pas un mauvais combattant, mais il m'est arrivé quelques trucs où au final, je me suis rendu compte que blesser les gens, c'était pas bien. Et puis pareil, on grandit, on apprend. Donc ça, c'était mes premiers sports. Et le parcours est arrivé... en plus, par-dessus ça, la communication, elle est arrivée autour du parcours avec, à l'époque, donc, le Stade 2, qui était le reportage justement sur les Yamakasi, qui est passé à la télé. Donc ça... tous les gars, ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu avant de commencer. Même si on grimpait déjà bien avant à l'époque sur les immeubles ou dans les arbres ou qu'on sautait, on n'avait pas de définition de tout ça. Donc le parcours, il est arrivé au fur et à mesure d'une évolution sportive, autant physique que psychologique, quoi. C'était limite philosophique, ça arrive au bon moment de ma vie, au moment où j'avais besoin de liberté, de me retrouver justement, parce que la liberté, on la cherche parce qu'on a besoin de se retrouver, on est perdu, on se sent enfermé. Le principe de la liberté, c'est de se libérer de quelque chose. Donc voilà comment est arrivé le parcours dans ma vie. Et du coup, le parcours, parce que il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans tes précédentes prises de parole par rapport au parcours, qui est justement la philosophie de construire un corps fort pour aider les autres. Est-ce que justement cette approche philosophique des sports, c'est quelque chose qui te pousse ou qui te donne réellement envie de pratiquer et qui t'attire, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve à travers le rugby, même si la philosophie est peut-être un peu plus simple parfois, mais aussi avec le kung-fu, les arts martiaux. Est-ce que cette approche philosophique, c'est, on va dire, ton étoile polaire dans ta pratique? Eh ben non, au final, ça aurait pu, effectivement, vu ma dynamique et comment j'en parle, mais en fait, je suis l'archétype de personne, quand il va arriver dans un sport, dans un art, il y connaît rien. Il arrive parce que d'un coup, il y a eu un glitch dans la matrice, et d'un coup, il avait besoin que ça. Je suis allé chercher inconsciemment ce genre de choses, et je suis tombé sur ce genre de sport, en fait, plus même limite une philosophie. Et en gros, dans l'idée, c'était si tu sais déjà où tu vas, pour moi, tu vas t'enfermer quelque part, tu vas te réenfermer dans un sport. Moi, je me suis déjà enfermé dans des sports. Par exemple, le rugby, à un moment, je me suis senti enfermé. Pourtant, je me sentais bien, je me sentais libre pendant un moment. Pourtant, ça ne me correspondait plus au bout d'un moment. Alors que le parcours,
c'est lui qui vient te chercher. Parce qu'en fait, il est intrinsèque à tout le monde. C'est quelque chose qu'on a tous en nous, le parcours. On l'apprend pas, on le réapprend. Donc au final, c'est vraiment le parcours qui est venu me chercher. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. Et c'est une philosophie, effectivement, pour protéger les gens. Mais pour protéger les gens, faut pas avoir l'ego de se dire « Ah, je suis super balèze, je vais jouer les super-héros ». Parce qu'en fait, tu vas mourir avant de sauver des gens. Voilà, les pompiers, ils sont entraînés quand ils vont sauver des gens. Les infirmiers, les médecins, ils ont fait des études pour ça, pour sauver des gens. Donc toi, dans le parcours, si tu veux être utile, sois fort. Avant de te dire, voilà, ça y est, je peux aller aider les gens. Donc quand je suis arrivé, j'étais comme tout le monde. Je trouvais ça cool. Je voulais être fort. Je voulais qu'on regarde et qu'on apprécie les qualités de mes mouvements grâce à l'entraînement. Montrer que j'étais quelqu'un de dur, qui s'entraînait dur pour atteindre des objectifs. Et que voilà, j'ai jamais été quelqu'un de talentueux dans aucun domaine. Et pour moi, c'était un sport, une philosophie dans lequel tu n'avais pas besoin de talent pour réussir. Tu avais besoin de vouloir t'entraîner dur pour réussir. Et quand tu arrives dans un sport comme ça, alors peu importe lequel, là, toi, c'était le cas avec le parcours, mais comment est-ce que tu arrives à atteindre des objectifs ou atteindre, parce qu'on en a parlé avant, mais le haut niveau, tu as été athlète Red Bull, tu as fait quand même des grandes choses pour, on va dire, le commun des mortels dans un sport. Comment est-ce que tu arrives à atteindre ce niveau d'excellence, entre guillemets, sans avoir écrit le fait de vouloir y aller? Eh ben, je pense tout simplement que si on reste soi-même, on atteint des sommets qu'on n'aurait pas imaginés. Il y a une phrase qui dit il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Tu vois, c'est le même principe. Moi, en fait, je suis devenu athlète professionnel. Je ne savais même pas vraiment ce que c'était un athlète professionnel. Moi, quand j'ai fait du rugby, on me disait tiens, tu veux passer pro? J'imaginais pas ce que c'était un pro, moi, dans le rugby. C'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est juste que tu gagnes ta vie avec, tu es plus médiatisé. En fait, on te donne une valeur dans la hiérarchie de cette société. On dit t'es à tel niveau dans un sport. Il y en a plein des athlètes qui auraient pu être professionnels, champions de tout ce que tu veux, qui n'ont jamais été en compétition, qu'on n'a jamais vu, qui sont comme je disais, des underdogs, ceux qui débarquent et que tu te dis c'est un miracle, comment ça se fait qu'on l'a jamais vu celui-là? Donc en fait, l'athlète professionnel, effectivement, moi, il est venu parce que je voulais être reconnu. J'avais un besoin de reconnaissance. J'étais quelqu'un qui perturbait tout autour de lui. C'est-à-dire les cycles de tout le monde. Je cassais tous les cycles de tout le monde. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de trouver le mien. Donc en fait, j'allais à droite, à gauche, et puis dès que ça me correspondait pas, ça clashait, c'était pas possible. L'école, c'était pas possible, les profs, c'était pas possible, les psychologues, c'était pas possible, tout était pas possible avec moi. En fait, il fallait juste me lâcher dans la nature. Et le parcours, c'est devenu justement cet accès à la jungle urbaine. Je peux l'appeler maintenant, en tout cas. Donc, Et c'est hyper intéressant le fait de se dire que tu rentrais dans aucune case et du coup, tu as un peu créé la tienne. Mais ce besoin de reconnaissance, est-ce que maintenant, avec le recul, tu arrives à te dire d'où il vient et de pourquoi il a été? Ouais, bien sûr. Je pense qu'en général, quand on a besoin de reconnaissance, c'est parce qu'on a une frustration quelque part. On est frustré de ne pas avoir été écouté. Moi, par exemple, même si j'étais passionné par le rugby, c'était pas ce que je voulais faire. C'était les rêves de mon père. À la maison, pour moi, c'était... il y avait un côté... la femme qui va gérer l'éducation, il faut que mon fils il soit bien à l'école, il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit habillé comme ça, il faut qu'il soit ça. Donc en fait, toute mon éducation a été basée sur ce que les gens voulaient de moi. Donc forcément, ça a créé un monstre à l'opposé. Ça a créé le négatif de tout ça. Et l'athlète professionnel, pour moi, c'est venu parce qu'en fait, je me suis affirmé avec ma philosophie, ma façon de voir, ma vision, dans un domaine d'activité qui tendait à être libre dans sa création, en fait. Donc c'est l'avantage que j'ai kiffé dans le parcours. C'est tant que tu es efficace et que tu es utile, tu peux être ce que tu veux, en fait. Tu peux être maintenant cascadeur, tu peux bosser partout, en fait. Ça s'applique dans tous les milieux. Clairement, même entrepreneur, si tu veux. Point A, point B, voilà. C'est ce que tu fais, du coup, maintenant, avec tes expéditions, c'est résoudre un problème pour partir. Et comment? Parce que je pense qu'on est plein dans ce cas-là de suivre des rêves ou des objectifs dictés par les autres ou par nos parents ou par... Comment, à un moment, tu as réussi à te dire que c'était pas les tiens? Et comment est-ce que tu as réussi à te dire lesquels étaient vraiment les tiens? Il y a deux questions, je pense que c'est compliqué. Ouais, non, je dirais que
quand est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Je pense que c'est quand d'un coup, il y avait le monde commençait à plus avoir de prise sur moi et que je devenais incontrôlable. Je suis devenu incontrôlable, en fait. Je devenais violent, je devenais agressif avec tout le monde. Pourtant, j'avais des valeurs internes. Je défendais vraiment des trucs importants, mais je ne savais pas comment jauger ma force. Je ne savais pas dans quelle bataille me mettre. Je ne savais pas comment me défendre, donc j'attaquais tout le monde. Parce que je croyais que j'étais attaqué de partout. Donc, je me sentais un peu comme un petit animal acculé. Et donc, dans ce cas-là, je mordais tout. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, en fait, où ce déclencheur de partir dans quelque chose où tu vas t'exprimer parce que tu n'as plus de limites, en fait, tu blesses plus personne. Parce qu'en fait, tu vas dans une direction où il n'y a que toi et le danger, en fait, en face de toi, qui est le danger naturel. C'est-à-dire, moi, je me suis mis à combattre des murs. Je me suis mis à combattre la gravité, je me suis mis à combattre le jugement, je me suis mis à combattre ma propre personnalité, qui j'étais, pourquoi j'étais aussi violent. Donc en fait, au final, tout ça, c'est la vie qui t'emmène à ça. Et comme je le dis, le parcours, c'est l'art de la fuite, faut pas l'oublier. On veut défendre des gens, mais au début, c'est parce qu'on était faibles nous. Donc en fait, c'est nous qu'on a besoin de sauver. Le parcours, il nous a sauvés nous, avant que nous, on devienne forts, qu'on puisse sauver les gens. C'est un apprentissage de devenir, de prendre conscience de ça. Et justement, en pratiquant et en sortant de cette violence et en la mettant dans un axe spécifique, en ayant un prisme beaucoup plus clair sur ce qui se passait philosophiquement dans sa tête, quand tu te parles à toi-même et donc quand tu t'exprimes physiquement, quand tu comprends ce prisme-là, là, à partir de là, tu peux choisir une direction qui est claire, nette, précise. Tu sais où tu veux aller et surtout, tu sais ce que tu veux pas. Et donc, à partir de là, effectivement, j'ai pu commencer à avancer sur une ligne qui n'était pas celle des autres, qui était la mienne, mais dans un domaine dans lequel c'était accepté d'être différent. Ok. Parce que t'étais quand même vachement aussi précurseur, du coup, t'étais au tout début du parcours, c'est ça? Enfin, je me souviens des vidéos à l'époque, là, en faisant des recherches, j'avais oublié que c'était toi ou que t'en faisais partie, mais toutes les vidéos de parcours d'Assassin's Creed à l'époque, avec Clément, Hugo, Charles, tout ce groupe à l'époque, j'avais oublié, je me suis fait des chocs mentaux cette semaine en faisant mes recherches, mais à quel moment, du coup, t'as réussi à allier le fait de dire j'ai envie d'être libre et d'exister moi-même en dehors parce que je suis encadré et je suis enfermé, un animal encerclé comme tu le disais, mais j'ai quand même besoin de sociabiliser, de trouver des gens et de réussir à avancer en communauté. J'ai eu le grand avantage et désavantage d'avoir des amis dans ma vie. Et je dis avantage et désavantage parce que les amis, ça peut tout faire. C'est ceux qui peuvent te porter au plus haut de ce que tu peux être, et c'est ceux qui peuvent aussi te blesser plus que n'importe qui. Donc j'ai eu la chance de souvent attirer les gens par ma dynamique, on va dire. J'étais souvent force de proposition, parce que j'en voulais toujours plus. J'étais un Super Saiyan, j'ai de l'énergie infinie, donc fallait que ça y aille, tu vois. Peu importe le milieu, peu importe ce qu'il fallait faire, fallait y aller. Donc c'était pas rester assis sur une chaise à écouter quelqu'un qui me parle de gens morts depuis 200 ans, j'étais bien, tu vois. Et encore maintenant, j'adore l'histoire. Donc c'est juste que à un moment dans ta vie, tu sociabilises parce que en fait, t'es dans un monde civilisé. Moi, même là, qui ai envie de partir dans des endroits où il n'y a personne, sortir de la civilisation, des traces humaines, c'est extrêmement compliqué. Tu lèves la tête, tu vas voir le train d'Elon Musk, tu vois, alors que tu es au milieu de nulle part et que tu as mis des jours et des semaines et des mois à aller dans cet endroit-là, tu vois. Donc, tu peux pas échapper à ça. Mais je me suis échappé de ça par le fait de me mettre un masque. Souvent, c'était le masque de la stupidité, c'était le masque du clown, c'était le masque du cancre. C'est souvent des masques comme ça qui font que les gens te prennent de haut, donc s'intéressent pas vraiment à toi. T'es pas quelqu'un d'intéressant pour eux. Et pour moi, ça me permettait de mettre une certaine distance. Ceux qui me suivaient pas dans mes dynamiques positives, c'est des gens qui avaient pas la grille de lecture de qui j'étais. Donc en fait, même si c'était des amis proches, au final, ils faisaient leur vie et ils n'avaient pas réellement d'incidence sur moi. Donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que plus je créais de choses et plus je voulais emmener des dynamiques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai monté une association, j'ai monté déjà un groupe à l'époque qui s'appelait Élément 4, avec justement les premiers, mes meilleurs potes. On avait un trio, on avait Christophe Picot et Fred Lucot. Voilà, c'était mes deux potes, ça faisait la triangulation. On a dit, on va se mettre à faire du parcours, bam bam. J'ai monté une équipe. Bon, on a fait du parcours un temps.
Après, t'en as un, il a commencé à avoir des idées, il voulait plus faire. Bon, ok, il s'est arrêté. Donc, on n'était plus que 2. Boum. Je me suis dit, bon, on a un groupe de 2 maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, tiens, j'ai envie qu'on monte une association. Parce que comme ça, vu que maintenant, on commence à être bien entraîné, on est vraiment à la dure et tout, on va essayer de transmettre. Et pourtant, on était jeunes. J'ai toujours l'impression que c'est une période de ma vie où j'étais trop jeune pour transmettre. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, je vivais ce que je transmettais. Donc, en fait, c'était une ligne quasiment directe, ce que les gens apprenaient avec moi. Et je me suis rendu compte que plus j'engageais dans des structures, plus les gens voulaient faire partie de ces structures-là, et pire, voulaient en prendre le contrôle. Donc en fait, je me suis dit, en avançant dans le temps et en gérant de plus en plus de structures, en essayant toujours de sociabiliser, mais par l'effort, parce que c'était quelque chose que tout le monde me disait de nécessaire, et puis je suis entouré tout le temps d'humains, j'ai pas le choix, il faut que je rentre un minimum dans le moule. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la seule chose qu'on pouvait pas me prendre, c'est ce qui restait à l'intérieur de moi. C'est ce qui était dans ma tête, c'est ce qui était ma force de création, en fait. Donc, en fait, tout ce qui est devenu structure, je l'ai délaissé au fur et à mesure du temps. Quand l'association, justement, de parcours, où les gamins venaient de l'autre bout de Paris, ils faisaient 2 heures, ils traversaient tout Paris pour venir s'entraîner avec nous en banlieue, de l'autre côté, dans le 91, dans une petite banlieue, dans un petit gymnase où on avait à peine quelques petits tapis, tu vois. Il y en a plein de ces élèves-là qui, plus tard, sont devenus des noms très connus, en fait, dans leur discipline ou sportive, ou même dans le parcours. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ces structures-là, elles ne représentaient pas réellement ce que je voulais transmettre. Ce que je voulais transmettre, c'était plus idyllique. C'était quelque chose de pas... tu peux pas le toucher réellement. Je veux que ce soit toi qui crée ta propre structure maintenant. C'est plus moi qui vais créer quelque chose pour toi, c'est toi qui vas la créer. Et c'était quoi que tu voulais réellement transmettre justement à l'époque De la force, de la passion. Je voulais me confronter aussi au fait que si je donne des conseils pour aller dans une direction, il faut que ce soit la bonne. Donc, il faut que je sois sûr, moi, dans quelle direction je vais. Donc, je montrais l'exemple. Quand j'ai monté mon assos, moi, à un moment, je suis parti aux États-Unis pour suivre le parcours. J'ai été invité à aller travailler aux États-Unis avec un visa 01, genre un truc de capacité extraordinaire ou je sais plus quoi. C'était le parcours, ils connaissaient pas. Maintenant, t'as plus de visa pour ça, c'est sûr. Et ça m'a permis de justement montrer l'exemple. Dire voilà, je suis allé là-bas, il n'y avait personne à ce moment-là quand je suis allé là-bas. Le peu d'athlètes qui ont été amenés là-bas, j'étais le seul Français en fait. Ouais. Donc le parcours il est censé venir de France. Ils sont où les Français aux États-Unis pour faire quelque chose quand les mecs en collant ils te parlent de parcours dans leur petite salle toute nette là. Voilà. C'est marrant dans ta manière de parler et de ce que tu as dit avant. Alors on en a parlé au tout début avec la Chine et ton entraînement Shaolin, mais ça me fait beaucoup penser à la philosophie de Bruce Lee qu'il avait dans ses écrits, tu sais, je sais pas comment dire, mais de transmettre aux gens comment faire, mais pas la manière de faire. Enfin, de pas se cantonner à des écrits et à une règle dite, mais d'absorber ce qu'on a envie et de rejeter ce qu'on n'en a pas besoin, quoi. Ouais, parce qu'on est tous différents. Moi, j'aime pas quand on dit on est tous égaux. On est tous égaux de rien du tout. On est tous différents, on pense différemment. Il y en a, ils sont pas nés avec la même puissance que toi. Il y en a, ils sont nés avec beaucoup plus de difficultés que toi. Pourtant, ça se trouve, ils finiront mieux que toi à la fin parce que grâce à ces difficultés ou à ce qu'ils avaient en moins, ils ont créé des choses que toi, t'as pas créées parce que t'as pas eu les mêmes problématiques. On est tous différents. On n'est pas égaux du tout. C'est ça qui fait notre force. Plus on se ressemble, plus on ressemble à rien. Et pour rebondir par rapport à tes associations, tu disais, à l'époque, j'avais le sentiment de pas être la bonne personne parce que j'avais pas l'âge. Comment est-ce qu'à l'époque, justement, tu as réussi à surmonter ça et te dire, au bout d'un moment, il faut quand même le faire? Eh ben, c'est le principe pour devenir forgeron, faut forger. Hein. Donc tu forges. Et moi, souvent, dans les activités dans lesquelles je m'engage, je m'imagine. C'est un rêve, en fait. Ça passe d'un rêve avant de concrétiser quelque chose, de le faire en physique, avant qu'il devienne réalité. C'est un rêve. Et je suis quelqu'un qui rêve. Je suis un grand rêveur. Moi, je m'imagine être James Bond, je m'imagine être Tom Cruise, je m'imagine être un athlète de parcours, je m'imagine être un super-héros, tout ça. Et en fait, ça crée un syndrome de l'imposteur très vite. Et en fait, quelque chose que je vais dire clairement, mais la vérité ressort toujours. Tu peux pas mentir. Si tu mens, ça te rattrapera toujours. La vérité, elle reviendra toujours. Donc en fait,
Tu as le droit d'imaginer. Ensuite, tu vas te sentir mal de transmettre quelque chose qu'en fait, tu as créé, parce que tu sais pas si c'est tangible encore. Donc, à partir du moment où tu le partages aux gens, c'est là, en fait, que ça devient quelque chose qui devient palpable. Parce que tu n'es plus tout seul dans ta tête à le partager, ce rêve-là. D'un coup, t'es 2, 3, 4, 5, 10 millions, 20 millions, plusieurs millions. Ça devient incroyable. Et c'est ça qui rend les choses, les rêves réalistes. C'est le fait que les gens autour de toi s'y rattachent. Donc en fait, ce qui te semblait être un rêve, c'était quelque chose qui pouvait exister parce que tu n'étais pas le seul à le voir. Et tu arrives encore à rêver comme ça aujourd'hui ? Je pense que j'ai du mal à m'empêcher de rêver. Je rêve de plus en plus. Et c'est pour ça que ma vie évolue, je pense, comme quand quelqu'un qui est un grand rêveur va se coucher, tous les soirs, il y a une aventure différente qui se réveille dans ta tête. Là, par exemple, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais en voyage. Je suis parti, cette fois-ci, je suis parti au Brésil, sur une rivière à l'eau claire et limpide, nager avec un anaconda. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai fait hier soir, et j'étais pas en train de rêver, j'étais éveillé. Je rêvais, mais éveillé, quoi. Donc j'ai pas dormi de la nuit à cause de ça. Et ça venait d'un rêve, cette envie de nager avec un anaconda ou... Non, c'est venu du fait que, justement, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais je suis revenu de la forêt amazonienne, là. Et en fait, l'eau est très trouble. Tu vois rien de ce qu'il y a en dessous. Et la peur primaire de ne pas voir le danger ou de ce qu'il y a en dessous, en fait, ou en tout cas, te fait croire qu'il y a des dangers. Et je pense que d'avoir de l'eau claire comme ça et de voir ce qui est censé être une représentation de quelque chose de primaire, d'agressif, de puissant, voilà, une force de la nature, alors qu'il est très gentil, l'anaconda, il va pas te faire de mal. Je pense que d'avoir cette image-là, de ne pas pouvoir dormir, c'est ça en fait le rêve qui se crée. Ça part d'un glitch dans ton cerveau qui te dit pourquoi tu as eu cette vision-là, pourquoi tu as vu ça. C'est juste comme ça. Tu fais quoi demain? Tu vas juste sauter un petit muret à 0 degré là dans Paris, ou tu l'oublies ça, cette image que tu as eue? Ouais, non. Donc je continue de rêver et en fait je mets mes rêves en action. Et dans tous ces rêves, à quel moment est-ce que tu as de la peur qui intervient, ou une émotion, on va dire, primaire de faut pas que j'y aille, ou faut pas que je le fasse, ou c'est pas logique de le faire? Parce que quand tu fais du parcours au sol, ça va. Quand tu commences à grimper des immeubles de Paris, bon, pareil là, quand tu vas nager avec un anaconda ou d'autres animaux, comment est-ce que tu perçois le danger maintenant? Et est-ce que tu as réussi à t'entraîner pour, on va dire, le faire évoluer ou jouer un peu avec? Je dirais que c'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer, parce qu'en plus, il y a des scientifiques qui se sont posés la question. Parce que il y en a quelques-uns qui m'ont étudié, ils ont fait quelques émissions, quelques trucs. Si vous avez encore des DVD, il y a un truc qui s'appelle Les super-héros, la face cachée, que j'ai fait, où dedans vous avez par exemple Alain Robert, pour ceux qui connaissent, le Spider-Man français, et d'autres athlètes un peu atypiques comme ça, Kylian Jornet aussi. Et ils nous ont posé la question, ils ont dit comment vous vivez, comment votre corps il s'est adapté, comment votre esprit s'est adapté à tout ça. Est-ce que ça vous a pas changé complètement en tant qu'être humain, Parce que même juste que dans votre code génétique, il n'y a pas des trucs qui ont changé. Et moi, je me suis rendu compte que mes peurs, elles étaient, c'était atypique au final, mais ça c'est en grandissant que je l'ai découvert. C'est que en fait, j'ai peur après, j'ai pas peur avant. Et quand je faisais du parcours, j'ai une série qui s'appelle 99% Contrôle, où je fais des énormes sauts sur les toits de Paris, donc c'était vraiment quelque chose de journalier. Et en fait, à chaque fois que je rentrais le soir, j'avais des convulsions. C'était impossible de dormir à côté de moi, j'avais des convulsions, parce qu'en fait, dans ma tête, le soir même, je revisionnais le saut intérieurement, dans mon esprit, et je me voyais mourir d'un milliard de façons. Mais parce que ça me permettait de me voir en train de résoudre ou d'accepter un échec. En fait, j'avais réussi. Quand tu réussis, c'est fini, tu as réussi. Mais l'apprentissage, il ne doit pas s'arrêter là. Et je pense que mon cerveau, il a voulu se mettre en mode échec en me disant « Et là, si tu étais mort, tu l'aurais accepté ?» Tu vois ? Est-ce que si tu étais tombé, tu aurais eu le temps de réagir? Comment tu aurais réagi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Quels facteurs tu aurais dû calculer pour éviter tout ça? Et bien en fait, la peur, elle venait après. Devant le saut, t'as pas le droit d'avoir peur. Peu importe ce que c'est, une aventure,
Je dis, si tu sais tout, t'auras peur de tout. Des fois, vaut mieux pas savoir. Vaut mieux pas savoir. Clairement. Je me souviens que c'était exactement les réflexions que j'avais quand je regardais tes sauts justement sur le toit de Paris à l'époque Enfin, quand tu le regardes d'un point de vue spectateur, c'est la première réflexion qui te vient en tête, c'est qu'est-ce qui se passe s'il se loupe ? Le toit est mouillé, le sol glisse. C'est marrant de voir ça comme ça. Est-ce que tu sais si tu l'as toujours eu ou si cette peur après, elle s'est développée justement à force de, on va dire, faire des choses de plus en plus extraordinaires sur les toits ou par la suite? Je pense que c'est une gestion de la peur qui s'est déroulée inconsciemment. C'est-à-dire ça s'est développé dans mon cerveau de cette façon-là, dû à mes activités, à la façon dont je les faisais et à la vision que j'en avais. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, je me sentais immortel, je me sentais puissant, j'avais besoin d'évoluer, donc je pouvais pas tomber, je pouvais pas être en échec vu que j'étais en train de grandir. Quand on est petit, en fait, on se croit immortel parce qu'on se dit le seul chemin, c'est d'avancer, c'est de grandir. Donc forcément, ça va pas s'arrêter. Pourquoi ça s'arrêterait ? Il y a des adultes autour de moi, ils ont grandi, eux, pourquoi moi j'y arriverais pas ? Donc on se sent immortel, et en fait, je pense que plus on grandit, plus on acquiert des capacités, une compréhension, une sagesse, et à partir de là, effectivement, cette immortalité, elle passe d'un stade d'innocence à un stade de compréhension, et après, plus tard, à un stade de sagesse réelle dans lequel où on va se dire, effectivement, maintenant, je sais déconnecter les choses, et je n'ai pas à avoir peur de déconnecter. Et il faut que je le fasse, parce que plus on vieillit, plus on se demande, mais pourquoi je fais encore ça ? Pourquoi est-ce que je prends encore ces risques-là ? Qu'est-ce que j'ai encore à prouver ? Est-ce que je prouvais des trucs ? Tu vois ? Pourquoi ? Il faut toujours se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. Et je pense que souvent, la plupart des gens, quand ils voient des athlètes prendre des hauts risques comme ça, ils comprennent pas. Parce qu'ils ne se sont pas posé la question eux-mêmes d'être dans cette configuration-là. Ce n'était pas leur recherche personnelle. Pourtant, des risques dans leur vie, ils en ont vécu plein. Moi, il y a des risques que des gens qui sautent pas des immeubles ont pris, qui, moi, me terroriseraient totalement et que je serais pas capable de comprendre. Et il y a des décisions que je comprends pas chez les autres. Et pourtant, ils n'ont pas besoin de sauter des immeubles pour faire face à la mort, pour évoluer de la même manière que moi à ce niveau-là. Mais effectivement, pour en revenir sur ce schéma qui se crée, je pense que c'est inconscient. Tu le crées par ton évolution, mais tu le décides pas réellement. Dès que j'ai vu des mecs décider, en général, ils étaient en mode échec. Moi, je connais un super athlète, un athlète incroyable qui s'appelle Charles Poujade. Ça te dit quelque chose ? Ouais. C'est le copain de Mélanie, de Charles et Mélanie. Charles, pour moi, il fait toujours partie de ces athlètes qui sont des athlètes château de cartes. C'est-à-dire, c'est un athlète qui va manger à la moindre graine, au poids près pour son équilibre alimentaire. C'est quelqu'un qui va s'entraîner comme un taré à chaque millimètre de son corps, c'est-à-dire c'est l'archétype total de ce qu'on imagine comme un athlète. Voilà, c'est l'archétype dieu grec, tu sais, le mec n'a pas de défaut. Moi, j'aime bien valoriser les copains là-dessus, mais le problème de tout ça, c'est qu'un château de cartes, si tu enlèves une carte, y a tout qui s'écroule. Et pour moi, qui justement met toute ma vie sur mes défauts et la compréhension de mes défauts, tu vois, et pas simplement de mes qualités, moi, je me vois plus comme un tas de cartes. Même si tu en enlèves une, je pourrais pas m'écrouler. Et pour moi, tu vois, Charles fait partie de ces athlètes, ou même d'autres, pas que lui comme exemple, quand ils sont arrivés face à un moment où ils se sont dit, je comprends pas, je suis surentraîné, je me suis entraîné pour ça, tout était dans le cadre. Pourquoi j'ai pas réussi ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'aléatoire. Il y a une part d'aléatoire, il y a quelque chose que tu peux pas contrôler. Et là-dedans, c'est le lâcher prise qui est important. Et c'est pour ça que moi je suis parti dans l'aventure. C'est parce que où j'ai fait aussi du parcours sur les toits. C'est parce qu'à un moment, il faut être dans l'acceptation de l'échec. Tu peux pas vivre ta vie de réussite si t'es pas capable de comprendre que tu vas être en échec. Et si tu sais que tu peux être en échec, là, t'as toutes les cartes en main. Là, t'es sûr que personne pourra te faire t'écrouler ton château. T'as pas de château, personne peut te le prendre. On peut te prendre une carte, on s'en fout, il y en a plein d'autres. Si c'est pas ça, c'est ça que je vais utiliser. Si t'es trop carré, tu peux pas en sortir. Et ce lâcher prise, est-ce que là, quand tu me parles d'aventure, je pense qu'on va en parler un peu plus après en détail, mais
est-ce que ce lâcher prise, c'est un peu plus cet instinct que tu as à l'aventure? Enfin, est-ce que quand tu parles de lâcher prise, ouais, c'est cet état instinctif que tu développes plus parce que forcément, quand tu fais du parcours ou du sport comme Charles, c'est le saut fait 2 mètres, je m'entraîne à 2 mètres et après je monte de 5 mètres et je refais 2 mètres. Pas du tout. Alors, quand moi, je suis quelqu'un, par exemple, dans le parcours, qui va toujours avoir une marge de manœuvre. Alors, il y a toujours, évidemment, de la préparation qui se fait. Je nettoie le toit de départ, je nettoie le toit d'arrivée. Je regarde quand même si c'est solide. Je sais que j'ai quand même de l'expérience. Les distances, je les calcule pas. J'ai pas mon petit mètre laser. C'est l'expérience qui te dicte si le saut est faisable. Parce qu'en fait, il y a des fois où je me rappelle d'une fois spécifiquement. D'ailleurs, sur cette série 99% contrôle, où j'étais avec mes potes de la French Freerun Family. Et j'arrive, je suis sur le bord du toit, et puis je dis aux gars, les gars, vous avez vu le saut? Les gars, ils arrivent, et puis ils regardent, ils font, quel saut? de quoi tu parles? Quel saut? Tu vois un saut où, toi? Je dis là, de là à là. Et là, d'un coup, grand blanc, tu vois, il n'y a plus rien qui se dit. Les gars, ils disent, mais c'est pas un saut, ça, Johan, c'est un suicide, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et moi, je l'ai prouvé que dans la vraie vie, j'étais capable de le faire, puisque je l'ai fait devant eux. C'est eux qui ont tenu la caméra, mais c'est moi qui sautais tout seul face à ça. Donc en fait, il faut toujours se dire qu'il faut arriver face à quelque chose que les autres n'imaginent pas à un moment, et puis de le structurer, de trouver la route pour y aller. C'est ça la création. La création, c'est de partir de rien et d'en faire un tout, tu vois. Et avant de passer sur le sujet d'après qui m'intéresse énormément parce que je me demande ce qui se passe sous Paris. Beaucoup de choses. Dans ta carrière, quand tu as fait du parcours, est-ce que tu as déjà eu des gros échecs ou des grosses blessures? Des choses qui ont fait que tu t'es demandé comment même toi, tu allais réussir à passer par-dessus et continuer d'avancer? Je sais pas comment l'expliquer trop, mais j'ai jamais été réellement blessé. J'ai eu des blessures. J'ai cassé ma clavicule, j'ai eu des entorses. Enfin, déjà, j'ai quasiment jamais fait une compétition de Red Bull. Alors, je tiens à préciser, j'ai jamais été athlète Red Bull sponsorisé. Ouais. J'ai travaillé beaucoup pour Red Bull ou fait de leur compétition. Mais jamais j'ai fait une compétition de Red Bull où j'étais pas blessé. Ou parce que je suis arrivé plus tôt et qu'on se torchait à l'entraînement pour s'amuser avec les copains, parce que le parcours, c'est pas que la compétition, c'est surtout se retrouver entre nous. Si on fait de la compète, c'est surtout parce qu'on nous envoie sur des îles grecques pour retrouver des copains de l'international, et on n'a pas l'argent pour se payer les billets pour les voir tous les jours, tu vois. C'est surtout ça, en fait, la compète de freerun. Et moi, souvent, avec les copains, le soir, on allait dans les bars, on se buvait une bière, puis d'un coup, on jouait au con. Celui qui sautait le plus haut du bar en faisant son salto avant, forcément, on s'éclatait. À un moment, j'arrivais, la cheville éclatée, la roulade d'épaule, elle avait tapé. J'arrivais comme ça dans des compétitions internationales de haut niveau. Donc, en fait, j'ai jamais été en pleine forme. J'ai jamais été à mon plein potentiel en compétition. Et c'est ça qui a été étonnant et que j'ai appris plus tard. C'est justement ce travail-là de se dire, non, en fait, si tu arrives parfait, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Parce que moi, j'étais tout pété et j'ai quand même réussi. Donc, il y a une phase de prépa, une phase de compréhension de pourquoi tu le fais, et une phase de c'est le moment où tout se passe, advienne que pourra, quoi. Accepte juste ce qui va se passer, mais dans les blessures, en tout cas, elles ne doivent pas t'arrêter. Moi, tous les gars que j'ai vus, je suis de l'époque des monstres, en fait. Je suis de l'époque où les gars que je regardais, ils avaient des doubles, triples, quadruples entorses et ils finissaient leur run sur du béton dur comme ma tête, tu vois. J'en voyais, ils avaient la clavicule pétée. Le soir, ils dansaient en boîte dans la soirée de Red Bull après la compète. Il y en a, ils avaient le nez, la mâchoire éclatée. Ils étaient présents, tu vois. C'était pas une époque dans notre discipline où la blessure était grave. C'était normal, la blessure. On est conscient que notre corps, c'est notre outil, oui, mais on est conscient qu'avec ce qu'on fait, on va forcément morfler. Et pourtant, étonnamment, j'étais l'athlète qui était reconnu comme étant le moins... j'étais le plus safe, celui qui se blessait le moins, en fait, directement. Mais ça, c'est parce qu'ils ne voyaient pas les soirées d'avant, les compétitions, les gars. Et ce qui était étonnant, c'est que quand moi je ratais quelque chose, souvent les autres athlètes en compétition, d'un coup ils avaient plus peur. Ils se disaient merde, Yohan, là il y a quelque chose qui va pas.
alors c'est pas la faute de Yoann, c'est la faute du terrain. Tu vois, et d'un coup, ça mettait une pression énorme. Et moi, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu évolues aussi psychologiquement. Mais moi, j'ai gagné une compétition uniquement psychologiquement. J'ai fait, malheureusement, voilà, c'est un bon pote, hein, il m'en veut pas trop, mais j'ai réussi à faire rater un athlète pro juste en lui mettant la pression. Comment ça? Psychologiquement. Comme combat de boxe, quand tu fais du trash talking et que tu rentres dans la tête ou... Exactement, c'est de la psychologie. Et je lui ai réappris à se faire confiance à lui-même. Mais pour ça, il a dû se mettre en mode erreur en disant voilà, j'ai fait une erreur là. J'aurais pas dû écouter Yoann. Parce que je lui ai mis une pression telle. Et quand je suis arrivé, pareil, au championnat du monde, ça m'a trop fait rire parce que les gars, moi j'étais le petit français, j'étais en décalage horaire de je sais pas combien d'heures, j'étais là, je ressemble à rien, en plus je suis tout criquet et tout, je parle quasiment pas anglais. Et je regardais le regard des gars, la pression qu'ils avaient quand ils m'ont vu arriver, et j'étais mort de rire dans ma tête parce que moi j'étais là, moi j'avais peur juste de la caméra. Je dis ah oui, il y a 50 GoPro là partout, il y a des drones et tout. On peut voir le terrain. Moi, j'étais paniqué dans ma tête, mais ça se voyait tellement pas dans ma sérénité quand je suis arrivé que même des gars qui étaient des anciens militaires des forces spéciales là, qui sont dans le parcours, je leur faisais peur, tu vois. Et je pense que c'était ça en fait que tu comprends, c'est que tu as à la fois un ascendant physique en compétition, mais aussi un ascendant psychologique. Et en fait, en fonction de comment tu joues tout ça, il y a moyen que tu gagnes. C'est pour ça que je suis resté en compétition plus de 7 ans. Voilà, les cartes que tu joues. Mais tu sais pourquoi je suis resté en compétition, pourquoi j'étais en finale pendant plus de 7 ans au Red Bull Art of Motion? Non. C'est parce que je savais respirer. Parce qu'en fait, j'avais mes petites techniques, c'est que j'avais mes petits bonbons à la menthe. À chaque fois que je finissais mon run de qualif, je me gommais un petit bonbon à la menthe et j'allais parler à tous les gars. Et en fait, les gars, au bout d'un moment, ils n'arrivaient plus à parler. Essoufflés, la gorge sèche, ils en pouvaient plus, ils étaient là, putain, faut remonter, dans 2 minutes, là, faut qu'on remonte, en plus, faut qu'on passe par la foule et tout, c'est une pression incroyable. Et moi, j'arrivais là, j'étais tout frais, je respirais bien, parce que je m'étais juste bouffé un petit bonbon à la menthe, et que je leur parlais, parce que ça les fatiguait. Et ils arrivaient, ils étaient épuisés. Et donc moi, forcément, à chaque année, je me requalifiais, et ça me permettait juste de repartir en Grèce l'année d'après. L'année d'après, en vacances avec les copains. Et donc, il suffisait pas juste d'être bon. Il fallait calculer ses points, il fallait calculer la psychologie. Ça m'ouvre plein de questions. Il y a 2 points qui sont hyper intéressants, qui, je pense, rejoignent et que j'ai envie de comprendre de toi et de comment tu fais. Le premier, c'est, tu as dit, j'ai redonné confiance en lui à mon pote. Mm-hmm. Et le deuxième, c'est un peu la même chose t'avais peur des 50 caméras et des drones, mais pourtant, d'un point de vue extérieur, t'étais serein, confiant sûr de toi. Comment, pour moi ou pour ceux qui nous écoutent, on peut reprendre confiance en nous, et comment toi tu faisais pour avoir l'air serein pour le monde extérieur? S'il y a 2-3 tips à donner pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que si je file tips, moi, ma façon de faire, je dis pas que c'est la bonne évidemment, mais ma façon dont je jouais, moi, c'est qu'en fait, si vous voulez jauger les gens, jouez le masque de la stupidité, de l'innocence. Regardez comment ils réagissent. Regardez s'ils vous prennent de haut, s'ils sont condescendants avec vous, si ils sont agressifs, ou si y a anguille sous roche, tu vois, ils veulent quelque chose de vous, mais quelque chose de négatif, tu vois, tu sens que c'est malsain. Et en fait, jouer la carte de la faiblesse, c'est savoir être fort et survivre. Parce que dans la nature, si tu veux survivre, il faut comprendre les règles du jeu, en fait. Et d'avoir l'air faible, alors que c'est toi qui empoisonne, ça, c'est le meilleur moyen de survivre. Et je pense que ça, c'est important. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous voulez regagner de la confiance en vous, jouez le masque de la faiblesse, regardez comment les forts essayent de vous mettre la pression, gardez votre masque de faiblesse, et puis par derrière, utilisez les clés qu'eux ont utilisées, simplement vous les utilisez plus intelligemment qu'eux. Pas en frontal. Jamais, toujours dans l'angle mort. Et de là, vous n'aurez jamais l'air d'être dangereux. Et les plus dangereux, c'est ceux qui n'ont pas l'air. Et ça, vous le savez tous. Vous le savez tous, parce qu'on ne les voit jamais arriver. Et c'est pour ça qu'il nous arrive tellement de malheurs. On ne voit jamais arriver les vrais méchants, tu vois. Je ne dis pas qu'il faut devenir méchant, mais il faut au moins apprendre à survivre correctement. Et moi, effectivement, là, je suis tellement heureux dans la nature parce que j'ai pu à mettre ce masque.
J'ai plus à mettre cette défense. J'ai plus à devenir un poison pour les autres, pour survivre. Donc, ouais, Inch'Allah, c'est parti. Merci. Let's go, quoi. Merci beaucoup. J'ai envie de parler de tes aventures d'exploration et d'aventurier que tu as fait avec le désert, le glacier, tout ça, vu que tu as commencé d'ouvrir la porte. Juste avant, j'ai quand même envie de poser une question, parce que je suis arrivé sur Paris il n'y a pas longtemps. Et quand on vient de la campagne, c'est un truc qui nous omnubile au-delà des toits de Paris. C'est qu'est-ce qui se passe vraiment sous Paris dans les catacombes. À quel moment tu décides de passer des toits, des hauteurs de Paris, justement au sous-sol de Paris, et comment est-ce que tu vas, enfin pas forcément comment est-ce que tu vas, parce que c'est pas un conseil pour ceux qui nous écoutent. Non, mais je le dirai pas. Mais mentalement, comment et pourquoi tu t'es dit j'ai envie d'aller découvrir là-bas, ce qui se passe là-dessous? Bah, justement, je pense que j'ai cette âme d'aventurier, j'ai cette âme d'explorateur. Je suis un curieux. Un explorateur, c'est juste un curieux qui ne peut pas tenir sa curiosité. Faut qu'il aille voir, faut qu'il touche, faut qu'il sente, faut qu'il ressente. Tu vois. Et j'ai été longtemps donc, sur les toits de Paris, j'en ai fait une spécialité, j'en ai fait un travail, etc. Et puis je me suis dit à un moment, bon, bah, là je tourne en rond, j'ai fait des énormes sauts. J'ai même pas la reconnaissance que je devrais avoir vis-à-vis du nombre de sauts mortels que j'ai pu faire. J'étais en avance sur mon temps, j'étais tout seul dans les dynamiques compétitives. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la suite? Et d'un coup, bah, en fait, je me suis dit, il faut que je visualise de façon plus large l'environnement dans lequel je suis. Donc, je vais regarder en 3 dimensions. Parce qu'en fait, ma vision sur les toits, elle est en 2 dimensions. Elle n'est pas en 3 dimensions du tout. Tout est à plat. Quand je suis sur les toits de Paris. Le vide, c'est un facteur. C'est pas, je regarde pas le vide en me disant waouh, c'est haut. Non, c'est juste, bon, bah, ça doit faire 15 mètres, j'en sais rien. C'est un nombre. C'est plat, de toute façon. Moi, il faut que j'arrive de l'autre côté. Je m'en fous de ce qu'il y a au milieu, tu vois. C'est pas mon objectif en bas. Et pour une fois, bah, je me suis dit, à un moment, ça s'est déclenché. J'ai voulu voir en 3 dimensions. Donc, en fait, l'idée, c'était de lier les univers. Donc, je suis parti dans cette dynamique de ce que j'appelle la Tactical Explorer, ce qui est mon truc à l'heure actuelle, où le but était de passer des toits de Paris jusque dans les rues, donc en mode toujours parcours, et ensuite descendre, donc que ce soit dans les galeries techniques, les métros, les égouts et les catacombes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment plusieurs niveaux dans les souterrains, il n'y en a pas qu'un. Il y a énormément de niveaux là-dessous. C'est des univers qui sont à la hauteur de leur réputation, parce que c'est la zone des cauchemars, en fait. L'obscurité, c'est une zone où ton esprit peut te tuer et où les autres peuvent y déposer leur folie, comme leur créativité et leurs rêves aussi. Mais il y a tout. Tout ce que tu retrouves au-dessus, tu le retrouves en dessous. Voilà. Tu retrouves même plus de personnes on va dire, mortes sous Paris que vivantes au-dessus, en plus, tu vas dans les catacombes. Donc c'est des univers qui sont parallèles. Voilà, c'est un peu comme les toits. Donc il faut le visualiser comme chaque niveau est un univers à part entière avec ses codes, ses règles, ses dangers et ses trésors. Et si tu ne respectes pas les règles dans ces milieux-là, tu vas mal finir. Ou alors tu vas juste être perdu et tout le monde va t'oublier jusqu'à ce qu'on se dise peut-être qu'il est allé dans... Bah non, parce que personne ne connaît ces endroits-là. Très peu en tout cas. Pour les catacombes, plus. Donc voilà comment je suis venu à ça. Je voulais donner cette image d'un explorateur beaucoup plus polyvalent, redonner des lettres de noblesse à l'exploration urbaine qui était visualisée un peu comme le parcours. Hein. On est des cambrioleurs dès qu'on est sur les toits. Ben non, on est les yeux pour peut-être, ça se trouve, empêcher vos cambriolages, tu vois. On est là pour remettre vos petites barrettes là sur les toits. On les détruit pas, les toits. On les répare, nous. On est copains avec les couvreurs, en fait. Donc, je me suis dit, je vais redorer le blason de l'explorateur urbain. Faire en sorte que, remettre au goût du jour que le graffeur est un artiste, tu vois, que l'explorateur n'est pas un cambrioleur, n'est pas quelqu'un qui va dans des propriétés privées pour dégrader des choses ou faire quelque chose de malsain, tu vois. Non, c'est des zones oubliées dans lesquelles on va. Et moi, je vais te dire, dans les catacombes, il y a ce qui s'appelle justement les cataphiles. C'est ce que c'est un cataphile? Un cataphile, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui va faire le boulot de l'État, mais gratuitement parce que c'est un passionné. C'est quelqu'un qui va pouvoir passer 1 semaine à 2 semaines avec juste des bougies, une petite frontale, à respirer le remblai des catacombes, à écouter les morts parler plutôt que les vivants, et qui va faire en sorte, sans rien demander à personne, que Paris ne s'écroule pas
Donc, c'est-à-dire vous tous. C'est ça un cataphile. Donc, ils rénovent les catacombes par Exactement. passion. Par passion, c'est des passionnés. C'est des sculpteurs, c'est des artistes, c'est des gens qui kiffent la musique, c'est des gens qui aiment la fête. C'est des gens très joyeux, hein, les cataphiles. C'est pour ça qu'ils sont aussi agressifs quand ils doivent protéger leur environnement. Quand ils voient des gens arriver pour ouvrir la porte et dire « Regardez, c'est là, il y a tout ». D'un coup, tout déchante. Tout l'univers, il s'écroule. Tout l'univers des catacombes ne réside que dans son obscurité et justement dans ses trésors. Si on montre tous les trésors, il n'y a plus rien à découvrir. Et je pense que même en tant qu'explorateur, je peux le dire à l'heure actuelle, c'est triste quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien à découvrir. Ouais. Donc voilà. Tu disais que les cataphiles, du coup, c'était des fêtards, des créatifs. Il y a des rêves partis dans les catacombes? Ouais, il y en a toujours eu. Il y a eu des cinémas. Je pense que si vous suivez vraiment bien un petit peu l'histoire, parce qu'en fait, ce qui est important avant d'arriver dans un de ces univers, c'est d'essayer d'en comprendre l'histoire. Parce que c'est des vrais niveaux historiques, c'est des musées, et des histoires incroyables. Il y a des histoires que tu apprendras qu'une fois que tu seras intégré dans une communauté. C'est très communautaire aussi. Et comme je te disais, il y a de tout. Hein. Donc, il faut quand même tempérer les choses. Il faut se dire aussi qu'il ne faut pas s'empêcher d'aller explorer, parce que souvent, on va entendre les explorateurs, les anciens et les vieux qui vont être là. Ouais, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu peux pas y aller comme ça, etc. Alors oui, mais toi, on t'a bien emmené à un moment. T'as pas débarqué tout seul, t'as pas trouvé une entrée tout seul, il y a toujours quelqu'un qui a emmené un cataphile. Un cataphile, il est jamais quasiment arrivé tout seul dans les catacombes. C'est un endroit dans lequel c'est une communauté. Tu te laisses embarquer par une vague. Par contre, si tu fais des vagues, il y a de l'écho dans les couloirs. Ouais. Donc voilà. Mais c'est un univers secret, discret. Et je pense que comme pour toutes les villes, on commence à être beaucoup trop. Ouais. Voilà. Donc il y a de la fête, il se passe des trucs, mais il faut avoir les bons contacts. Et c'est pareil, ça se protège en dessous. Hein. Si tu fais une soirée et que tu es un guignol, tu vas te faire sortir. Hein. Pas besoin des cataflics pour ça. Des cataflics ou des videurs. Voilà, les cataphiles te sortent aussi sans problème. Ouais. Et du coup, c'est quoi la pire chose que toi t'as vue ou la chose la plus étrange que t'as vue dans les catacombes, à part là ce qu'on disait, le fait qu'il y ait des cinémas, des fêtes? Plus étrange. Ok, pause. Si t'es encore là, c'est que t'as apprécié cet épisode, alors abonne-toi. Parce que c'est pour cette raison que Crisis existe. Partager des histoires comme celle-ci. Plus on est nombreux, plus je peux vous ramener des invités exceptionnels comme aujourd'hui et vous proposer ce contenu gratuitement. On reprend. Je peux pas vraiment parler de ce qui est en dessous. Ouais. Parce que ça fait partie du respect que j'ai pour ce milieu-là. Mais par contre, j'ai eu des moments, moi en fait, j'ai été un de mes premiers élèves de parcours en fait, de l'association dont je te parle au début, est devenu cataphile. Ok. Et en fait, moi, j'ai été emmené donc, comme un élève par un de mes anciens élèves. Donc, je suis passé de professeur à élève. Et donc, c'est lui qui m'a emmené dans les katas. Il m'a emmené alcool à la main, musique à fond dans le sac. Et moi, j'étais là, ouais, catacombe, tu vois, ouais, je vais voir des ossements, il va y avoir une ambiance de mort, il y a des fantômes et tout. Je suis arrivé dans une ambiance techno. Avec de l'alcool à foison, je voyais rien, j'étais complètement gâté. Je suis rentré, je suis sorti, je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé, tu vois. Ça, c'était l'introduction. Et après ça, moi, j'y suis retourné tout seul. Voilà. Mais bon, je le conseille vraiment pas. Parce que je suis quelqu'un qui adore vraiment se perdre. Par contre, faut pas se perdre. Ouais. C'est 300 km de galerie. Faut pas jouer les malins du tout. Là, donc j'avais quand même certaines clés qui me permettaient d'être perdu sans être perdu si je suis pas trop con, voilà. Et je suis redescendu tout seul et je me suis perdu pendant 4 heures sur une sortie de 8 heures, 9 heures, je crois, un truc comme ça. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans les katas, au fur et à mesure de mes sorties, je faisais des sorties solo. Et donc pour en revenir à ta question, un des trucs les plus étranges qui m'est arrivé et qui arrive souvent en fait à beaucoup de monde, c'est d'entendre des rires d'enfants quand tu es dans les catacombes. Ok. Et je pense que je vais pas vous dire pourquoi on entend ces rires d'enfants. J'allais demander. Je vais pas vous le dire, je vais vous le laisser découvrir. Et ça sera à vous de sélectionner ce qui vous plaît le plus, du pourquoi, du comment ça arrive. Ok. Mais voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ces rires d'enfants, du coup,
où il y a une raison rationnelle qu'on peut trouver. Tu peux tout trouver. Ok. Tu peux tout trouver. Tu peux trouver vraiment, t'as tout. Hein. C'est vraiment le territoire des morts. Hein. C'est vraiment pas. Moi, je sais que à un moment, pour vraiment me dire, je vais voir, hein, je vais pousser un peu le bouchon un peu loin. Je suis allé dans une salle qui s'appelle Enfer, qui est au dernier étage des catacombes, et dans laquelle, voilà, pour rentrer, déjà, faut connaître l'accès. Tu t'enfermes, en fait. Clairement, tu t'ensevelis dans ce lieu-là. Et il y a énormément d'ossements. Il y avait, quand j'y suis passé, il y avait énormément de crânes, il y avait des corps quasiment complets, des murs entiers. Et moi, j'avais décidé de dormir là. J'étais seul. Je me suis dit, je vais rester là et je vais dormir là. Parce que pour moi, la mort, c'est l'instant serein. C'est le moment paisible. Tu vois, c'est l'endroit où justement, je me sens pas en danger. C'est quand il y a la mort. Parce que la mort, elle est claire, nette, précise. Elle fait pas dans la fioriture, tu vois. Et je me suis dit, s'il y a bien un endroit où je peux me reposer, c'est avec les morts. Donc t'as fait une sieste avec les morts. Donc j'ai même passé une nuit complète là-dedans, dans cette salle qui s'appelle Enfer. Et c'était intéressant parce que à la fois, t'as le jeu de ton esprit qui est incroyablement violent. Ton esprit il part dans des trucs, mais... Je dis, en plus, je suis un grand rêveur. Je te laisse imaginer les cauchemars. Voilà, clairement. Et en plus, tu as une ambiance pesante. Tu es sous terre. Tu sais pas réellement dire ce qui te fait peur au final. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'à force d'attendre les fantômes, les spectres, l'énergie négative, etc., de cet endroit-là, au final, mes peurs primaires étaient plus, est-ce qu'un humain va pas pouvoir arriver à débarquer, arriver jusqu'à moi? Parce qu'en fait, le vivant fait beaucoup plus peur que la mort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, moi, dans les catacombes. J'étais beaucoup plus serein avec la mort qu'avec le vivant. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, entre autres. Et ça, c'est les catacombes qui m'ont appris. C'est toujours le cas dans les catacombes ou au global, même dans tes Maintenant, au global, ouais. Je suis toujours plus à l'aise avec... Pourquoi? Parce que c'est toujours des endroits où, en fait, c'est tellement peu inhabituel d'avoir de l'humain que quand t'en croises un, c'est un danger. Ok. C'est un prédateur. Tout ce que tu vas croiser, j'ai moins peur d'un anaconda, d'un lion, d'une lionne, d'un jaguar, d'une énorme araignée, d'un serpent, de tout ce que tu veux en fait qui sont censés te tuer dans la nature. Toute l'image qu'on te donne de la nature, faut pas oublier que nous, on est le super prédateur de tout ça, à tel point qu'on est capable de détruire une planète complète. D'accord. Ouais. On est des destructeurs. Donc, l'humain, c'est le danger principal. Le loup est un loup pour l'homme. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Donc, effectivement, quand je suis dans ces endroits-là où tout peut me tuer, je me rends compte que c'est pas ça qui me fait le plus peur. Ouais. Pas du tout. C'est le fait que l'humain puisse arriver jusqu'à moi. Même si des arbres de plusieurs tonnes peuvent me tomber sur la tronche et que je les entends tomber à côté de moi toute la nuit pendant une vingtaine de jours. Voilà. Et tu nous disais que tu as fait une petite sieste ou une petite nuit dans la chambre ou la salle des enfers, dans les catacombes. Les premières fois où tu y vas tout seul, déjà, les premières fois où tu vas dans les catacombes et que tu vois des ossements humains, déjà, à quoi tu penses? De se dire, j'arrive pas à imaginer, mais tu vois... Il y a une partie de moi qui dit au début tu réalises pas, et quand tu réalises que c'est réellement des ossements humains, peut-être qu'il y a dans ta tête il y a quelque chose qui chiffre, tu vois. Alors, je peux pas parler pour tout le monde parce qu'évidemment ça va être différent pour chacun, mais je pense qu'en fait c'est tellement énorme qu'on se rend pas compte et qu'on dématérialise tout ça. Genre c'est plus quelque chose de, c'est des cailloux pour toi en fait, ça devient des cailloux. Même si tu as un respect énorme, si tu te retrouves dans un charnier et que tu es obligé pour survivre ou de passer par un charnier, tu passeras par le charnier. C'est juste que... je dirais que c'est une attraction touristique, en fait. Les ossements, le but maintenant, c'est plus de les protéger des Américains ou des Allemands qui sont venus les piquer pour vendre des crânes à 5 000 € sur eBay, tu vois, pour laisser l'opportunité à des gens comme toi ou d'autres qui sont curieux et qui sont passionnés de vivre cet univers comme ils l'ont imaginé, de pouvoir encore le faire. Donc, si tu veux que quelque chose reste un trésor, cache le trésor, tu vois. Sois le roi des pirates, va cacher ton One Piece, tu vois. Les autres, ils auront envie de le voir, le One Piece, même s'ils le trouvent jamais. C'est un peu l'idée. Donc, les catacombes, quand tu vois les ossements, déjà, tu te rends pas compte. C'est des kilomètres
d'ossements. C'est beaucoup. Et t'as beaucoup aussi de tibia, de fémur. C'est dur de se rendre compte de ça parce que t'as pas des corps entiers. À avoir un corps entier, là, non, c'est les catacombes, on a jeté tous les ossements. Il y a des ossements d'enfants, il y a des ossements de femmes, il y a des ossements de vieilles, d'hommes, de tout ce que tu veux, t'as tout dedans, quoi. T'as même certains endroits, des animaux. Okay. Ça, c'est dû à une histoire bien spécifique d'un endroit qui faisait des petites boulettes à la viande avec des chats fustintants et qui jetaient les cadavres dans les catacombes, des chats, voilà. Okay. Mais c'est un charnier et on se rend pas compte de l'ampleur. Il y a plus, c'est des kilomètres d'ossements, quoi. Et les premières fois où tu vas vraiment tout seul, je suppose que du coup, si t'as pas tes lumières que t'éteins, t'es dans le noir complet. Les premières fois où tu te retrouves dans le noir complet là-dedans, qu'est-ce que tu comprends ou qu'est-ce que tu découvres sur toi? Parce que je pense que le fait d'être dans le noir, déconnecté de tout, sous Paris, dans on va dire une boîte de squelettes. Ouais, si tu veux. Dans ta tête, tu dois voir des choses, comprendre. Je pose cette question parce que avant toi, il y a Steven Le Yarrick qui est venu et on parlait, lui, il a fait des Vipassana, donc c'est des retraites spirituelles silencieuses où pendant 10 jours, tu médites et tu as le droit de rien faire. Et il me disait, je revois des choses c'est une essoreuse à salade, ça tourne et ça tourne. Et du coup, je me demande quel est justement, tu vois, dans un prisme, voir qu'est-ce que tu peux découvrir sur toi en allant là-dedans. C'est vrai que chaque personne a une manière différente de se découvrir. Alors moi, j'ai une méditation active. C'est-à-dire, moi, je suis actif quand je médite. J'ai pas besoin de rester statique parce que le statique m'emmerde grave. Mais chacun va trouver en fait sa façon de faire. Moi, par exemple, dans les catacombes, quand j'éteins les lumières, j'avance. Ok. Je bouge. Pourquoi ? Parce que physiquement, je suis dans un espace physique. Et je vais te dire, le gros avantage des catacombes de Paris, c'est que tu peux toucher les murs. Moi, je suis allé dans des endroits où l'obscurité était telle et la grandeur était telle que là, vraiment, t'es perdu. C'est-à-dire que ton esprit, il va te jouer des tours parce que physiquement, tu peux plus rien toucher quasiment. Il y a quelque chose de trop profond dans l'obscurité que tu vas vivre. Les catacombes, ça reste encore, pour moi, en tant qu'explorateur, ça reste un peu le Walt Disney quand même. Tu peux le vivre en te faisant kiffer, tu vois. Plus tard, il y a des lieux dans lesquels je suis allé, c'était pas le même jeu, quoi. Dans les katas, j'écarte les bras, je frotte les murs, etc. Bon, alors, je vous conseille pas de le faire, parce que si vous avez pas de lumière et que vous avancez, vous allez vous cogner le crâne sur les cailloux, et là, je peux vous dire que ça fait très mal. D'ailleurs, c'est pour ça, que je vous fais un autre conseil vite fait. Si vous êtes avec des copains dans les catacombes, si vous parlez, vous vous retournez pas quand vous parlez en avançant. Sinon, vous allez vous bouffer la gueule dans un mur. Donc, quand on parle, on s'arrête ou on regarde tout droit quand on avance. On regarde jamais son pote en arrière. Voilà, petit conseil comme ça. Mais moi, j'avançais, voilà. Donc ce que j'avais, moi, c'est que dans les katas, j'avais un petit bonnet avec un pompon. Okay. Voilà. Et le pompon, c'est quelque chose qui est utilisé d'ailleurs par dans les sous-marins. On dit les sous-mariniers, je crois. Je me rappelle plus, j'ai un doute. Ouais, en gros, les gens qui travaillent dans les sous-marins, ils ont des pompons. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils se cognent pas la tête. Ils sentent que le pompon il touche. Dans les katas c'était pareil. Donc comme ça, moi je pouvais le soir là, j'avançais avec mon petit pompon dans la nuit et je frottais les murs. De toute façon, on peut pas avancer très vite, même s'il y a des courses, des marathons dans les katas qui s'organisent et qu'il y a des gars qui sont très doués là-dedans, j'en connais. Je conseille pas de courir, mais on est très lent en général. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as appris sur toi justement là-dedans ? Que je voulais aller plus profondément. Et que l'obscurité n'était pas assez intense. C'est pour ça qu'après, tu as fait l'expédition à 600 mètres sous terre de spéléologie, c'est ça ? Exactement, ouais. Ok. Totalement. Et que je voulais lier les univers. Voilà. Passer des catacombes, donc de l'urbain, à la nature, au centre de la Terre. Et comment tu vas plus profond que Paris, justement, pour faire la transition avec la spéléologie, mais... Du coup, est-ce que déjà tu faisais de la spéléologie avant, à part les catacombes ? Pas du tout. En fait, les catacombes, c'est une forme de spéléologie urbaine, on va dire. Parce que t'as des chatières, t'as des endroits très resserrés. Donc effectivement, t'as la dynamique du spéléologue d'être sous terre. Voilà, t'as les mêmes archétypes de danger, on va dire, et de mouvement.
Mais la spéléologie, c'est quelque chose qui est engagé dans les grandeurs de ce que notre civilisation pourra jamais créer. C'est-à-dire, c'est la nature qui l'a créé, là, ta zone d'exploration. Donc, passer d'une spéléologie humaine à une spéléologie naturelle, c'est te dire que voilà, la planète Terre, c'est ça. L'univers, c'est tout le reste, c'est grand, c'est gigantesque. Bah, c'est un peu la même réflexion, la même sensation quand tu arrives là-bas. Donc, moi, j'ai fait mon expérience dans les katas. Après, j'ai fait au fur et à mesure des rencontres en bossant avec des marques et des sponsors. La rencontre de Kylian Money, qui était toujours très jeune, puisqu'il avait 21 ans, 23 ans, je crois, un truc comme ça, quand on y allait. Et sauveteur en milieu extrême, alpiniste à l'heure actuelle de malade. Donc d'ailleurs, si je dois interviewer un mec un jour dans l'Alpi, je te conseille ce gars-là, parce que plus tard, ce sera une légende, si ça ne l'est pas déjà sans que personne ne le sache. Et donc, je lui dis, écoute, moi, je veux descendre en spéléo, je veux descendre profondément. Et il me dit, bah moi, ça tombe bien, parce que j'ai un gouffre là. Petzel, ils organisent justement les explorations là-bas. C'est pas une zone qui a été préparée à la descente pour les touristes. Donc c'est pas un endroit, c'est un endroit accessible pour les vrais spéléologues. C'est-à-dire que voilà, t'as des points de corde que les mecs ont mis, les premiers qui sont passés, ils ont mis. C'est ceux-là, c'est les mêmes. Ça n'a pas changé. Et c'est à moins 600 mètres sous terre et ça peut descendre beaucoup plus profondément. Et là, je lui dis, ok. On y va. Et lui, il a la confiance de se dire, ouais, le mec, c'est bon, il a été dans les catacombes, tu vois, pas de souci. Simplement, j'avais jamais mis une tenue de spéléo, j'avais jamais utilisé un descendeur de spéléo, j'avais jamais vraiment utilisé des cordes. À l'heure actuelle, tu me dis ça maintenant, mais je rigole de moi à cette époque-là. J'arrive complètement comme Blanche-Neige, immaculée, face à des titans du Tartare, en fait, tu vois, qui sont là et qui vont descendre dans leur enfer, tu vois, et c'est là que je me retrouve justement face à mon rêve, à me dire, voilà, j'ai envie d'aller au centre de la Terre, donc il faut y aller. Tant que je l'ai rêvé, j'ai pris la décision, c'était trop tard. Dès que t'en as rêvé, en général, c'est trop tard. Donc là, je suis descendu à moins 600 mètres. Ouais. Ça m'a pris 8 heures de descente et 12 heures de remontée. Et je suis resté 3 jours en bas. Vous avez dormi en bas, je crois, non? Ouais. J'avais vu Exactement. Dans des vidéos que vous aviez fait un petit camp en bas avec des crêpes et tout. Exactement. Bah ouais, à un moment, il y a un mec... faut savoir que... ça, c'est pareil. Hein, dans les images qu'on va vous conter, moi, la série que j'ai faite là-dessus, ça s'appelle Conteur d'histoire, parce que j'aime bien conter quelque chose d'un peu... Voilà, c'est mes émotions à moi que je compte, en fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité du terrain. Ça, c'est plus de l'imaginaire, du ressenti. C'était une première fois... je veux donner de la beauté à cet endroit-là, mais tu as aussi des gens qui connaissent tellement bien qu'ils sont plus du tout en train de rêver dans leur zone de confort. J'ai eu des mecs, il y a un mec d'ailleurs que j'adore et qui nous a dépassé en caleçon. Non, pas en caleçon, il était en short, petit t-shirt, tranquille et tout. Puis lui descendait à une vitesse de ouf, à moins 600 mètres. Plus tard, t'as un gars qui est descendu, il a fait « Ah, salut les copains, j'ai descendu des crêpes, on fait des crêpes, on est en bas. » Donc t'es autour de ton petit feu, là, tu te racontes, enfin tes petits feux, on fait pas de feu, mais par contre on a nos petits réchauds et tout. Et puis t'as les spéléoplongeurs qui te racontent des histoires de fous qui sont typiques de spéléoplongeurs, comme leur pote mort dans une galerie qui a essayé de gratter pour sortir et qui est toujours là-bas, des titans du Tartare, quoi, pour ceux qui ont la ref. Et pour moi, c'est deux visions qui se confronteront toujours. C'est la vision idyllique carte postale, et donc celle que tu retranscris en fonction de comment tu vas la retranscrire. Souvent, quand tu veux mettre en image ce genre d'endroit, surtout en tant qu'explorateur, tu veux le valoriser. Ouais. Donc tu vas sortir les plus beaux codes de la carte postale, sans mentir. Ça, faut vraiment ne pas mentir, parce que la réalité du terrain, elle te rattrape. Et les titans du Tartare, si tu les fais remonter, qui sont pas contents parce que tu as raconté n'importe quoi, je peux te jurer qu'ils vont t'enterrer. Ça rattrape aussi, ouais. Ouais, voilà. Donc, ça te rattrape pas toujours, voilà. Donc, tu peux compter les choses, mais effectivement, c'est toujours idyllique. La réalité du terrain, c'est un gars, par exemple, qui arrive, qui veut faire une voie d'escalade pour aller explorer une galerie, qui vient au niveau du camp, qui nous dit « Yo les gars, il n'y a pas un mec qui veut venir avec moi pour regarder si je meurs pas, en fait. S'il m'arrive un truc, parce que t'es quand même à moins 600 mètres,
t'es dans le territoire de la Terre, là, c'est la Terre qui décide si tu meurs ou pas. T'as des blocs de milliers de tonnes qui peuvent t'écraser, c'est fini, tu remonteras jamais. Même s'il y a une galerie qui se bouge, tu remontes pas avant plusieurs jours. Il te faut des milliers de personnes pour te sortir de là. Donc c'est vraiment un endroit terrifiant, en fait. Et donc ce gars-là, il vient nous voir, et on sent la peur dans ses yeux. Et moi, je suis là et je me dis, mais moi, ça sert à rien que j'y aille. Moi, je vais pas savoir quoi faire et je suis pas du tout dans mon élément. Donc, je peux pas protéger quelqu'un. Je veux pas avoir l'ego de me dire, je vais protéger quelqu'un alors que j'en suis incapable. Ça se trouve, je le mettrais plus en danger, tu vois. Donc, moi, j'ai toutes ces réflexions-là qui viennent. Et je me dis, bon, bah, ça va. On est quand même entouré voilà, des titans du Tartare, des monstres d'exploration. Et là, c'est un silence complet. Le mec, sa voix, elle est partie dans le vide. Personne ne veut venir. Parce que c'est pas un univers dans lequel tu as de l'aide, c'est l'univers dans lequel tu es responsable de tout ce qui va t'arriver. Et si t'en es pas conscient, descends pas, en fait. Et ça m'a fait voilà, intérieurement, ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, j'ai appris à descendre en 30 minutes, là je suis à moins 600 mètres, ça va faire 2 jours, je sais pas remonter. Et là, les gars qui connaissent, face à un mec qui connaît quand même aussi et qui demande de l'aide au cas où, personne qui réagit. C'est chacun pour soi. Là, je suis vraiment... mon mode survie s'est activé automatiquement. Dans mon cerveau, ça a fait clic. Peu importe le temps que ça mettra, mais je lâcherai jamais quelqu'un de vivant dans cet endroit-là. J'aurai toujours un visuel sur lui. Je retracerai toujours le passage que j'ai fait pour revenir en arrière. Et de là, tout mon être, il s'est mis en mode autoprotection totale. Et ce mec-là, il est parti dans l'obscurité, tout seul. Et je l'ai entendu la nuit avec sa perceuse. Dans une galerie qui résonne à des kilomètres, c'est énorme. C'est des puits, des fois, des endroits qui font plus de 130 mètres de haut. C'est énorme. Des fois, tu peux mettre des villes dans des endroits comme ça. C'est gigantesque. Ta lumière, jamais tu vois l'autre côté du mur. Et ce gars-là, il perce. Il accroche ses poings. Il grimpe. Et toute la nuit, en fait, moi, ça me berce. L'écho de sa perceuse me berce. Pourquoi ? Parce que ça me rassurait. Parce que tant que j'entendais la perceuse, ça voulait dire que le mec était en vie. Et donc ça me rassurait. Parce que si jamais j'entendais plus rien, je savais pas ce que je devais faire. Je savais pas si le mec allait mourir et tout le monde allait avoir rien à foutre. Tu vois. Donc c'est des instants comme ça. Et là, je dis, à côté des catacombes, où n'importe quel mec un peu bourré qui passe, il va te dire « Ah, qu'est-ce que tu fous dans le noir, t'as plus de piles, vas-y, je te remonte. » Ou alors, va dans cette salle-là, il y a des mecs qui vont passer, ils te remonteront, parce que moi, flemme, je vais tout droit. Ça va, tu vois. C'est pas les mêmes endroits. Et toi, tu te dis quoi à ce moment-là quand tu vois des experts, des titans du Tartare, comme tu dis, qui refusent d'aider une personne? Et ce que tu me dis après j'ai appris à descendre il y a 30 minutes, je sais pas encore remonter. Enfin, dans ta tête, tu penses à quoi? Dans ma tête, je suis en mode lâcher prise. Et c'est ce que je te disais, en fait, c'est avec la dynamique que j'ai, ce que j'ai déjà fait, l'expérience, la sagesse que j'ai pu acquérir, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment, si c'est le moment, c'est le moment. De toute façon, au-dessus de moi, il y avait des blocs de milliers de tonnes qui pourraient se décrocher. Moi, en fait, les cailloux entre lesquels je dormais, c'était déjà tombé du ciel. Le ciel qui était la grotte, hein, bien sûr. Donc, en fait, tu peux mourir à tous les instants dans ces endroits-là. Donc, en fait, la vie, elle a de la valeur qu'à partir du moment où on veut lui en donner. Après, évidemment, je pense que si y avait eu un souci, c'est une communauté quand même. Les mecs auraient peut-être annulé leur mission pour pouvoir aller les aider. Mais le problème, c'est que il faut savoir que, par exemple, les spéléoplongeurs, eux, ils risquent leur vie à chaque plongée. C'est-à-dire que s'ils doivent prendre une demi-heure de repos et toi te laisser faire ta voie, ils vont te dire n'y va pas alors à ce moment-là si t'as peur de mourir. Parce que moi, si je dors pas à la 30 minutes, c'est moi qui vais mourir. Parce que moi, je pars sous l'eau en plus. Tu vois ? Et c'est encore une exploration encore plus intense, la spéléoplongée. Donc je comprends au fur et à mesure la philosophie et la culture et la communauté dans laquelle je viens d'arriver. Elle est à la fois très accueillante. On te fait bouffer des crêpes, t'es à moins 600 mètres, les gars ils te disent « Ah putain, félicitations, c'est cool que tu sois descendu là. » Parce que moi, quand j'étais en haut, avec ma petite tenue toute neuve, j'ai menti. J'ai dit « Ah non, mais c'est parce que j'ai jeté ma vieille tenue que ma tenue est toute neuve. » Faux, menteur. Par contre, j'étais rassuré parce que quand je suis arrivé en bas, d'un coup, je pouvais dire la vérité. Parce que là, au moins, j'étais passé à travers les mailles du filet. Sinon, on m'aurait jamais laissé rentrer en boîte, là. Tu vois, si j'avais pas dit que j'avais 18 ans, quoi, en gros.
Là, je suis rentré. Donc maintenant que j'ai dansé, j'ai fait ma soirée, que tout le monde a vu que tout s'était bien passé, je peux dire les vérités, mais toujours dire la vérité. Les petits mensonges, tu peux, tant que tu dis la vérité une fois que t'es passé à travers. Gentil, mais c'était de bonne foi, quoi. C'était de bonne foi, voilà. Et surtout, c'était pour pas rester dehors, Et, à la porte. et quand t'es à 600 mètres sous terre, je suppose que déjà, en plus, c'est naturel, mais que l'obscurité et le silence n'est pas du tout le même que rien que les catacombes. Bah oui, déjà, t'entends pas ton écho. Contrairement aux catacombes dans les galeries là, dans lesquelles j'étais. Comment ça, t'entends pas ton écho? Genre, il n'y a pas du tout d'écho? Non, dans les catacombes, tu peux entendre ton écho parce qu'en fait, le son, des fois, il va partir dans les galeries et des fois, il va se réverbérer, en fait. Donc, tu vas quand même entendre des sons. En fait, il y a plein de sons dans les catacombes, comme je t'ai dit. Il y a beaucoup de choses. Et ça se joue là-dessus. Et après, évidemment, dans spéléologie, tu as certains endroits qui vont avoir un système sonore assez impressionnant, donc qui vont te réverbérer des sons de façon assez cool, où vraiment tu vas gueuler, ça va revenir 30 minutes plus tard, tu vois. Mais il y a des endroits où la lumière, elle sert à rien, ta voix ne sert à rien. Alors, tu tombes là-dedans, personne ne te retrouvera jamais. C'est fini. Ouais, j'ai fait un vol plané au-dessus de tout ça. Voilà, c'était la question d'après que je voulais te poser, mais juste avant, du coup, tu ressens quoi quand t'es à moins 600 mètres sous terre? Enfin, quand tu te dis que t'as 600 mètres de terre au-dessus de ta tête, ce qui n'arrive statistiquement jamais, même quand t'es dans un immeuble de 10 étages. En fait, je crois que... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, j'allais dire, est-ce que physiquement, tu sens la pression qui est différente? Tu te sens différent? Comment, d'un point de vue sportif, vu qu'on en parlait tout à l'heure, que tu as été un athlète de haut niveau et tout, est-ce que tu sens, je sais pas, quelque chose qui est différent du naturel? Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que sur toi, ça joue quelque chose mentalement aussi? Sur moi, je pense que ça a eu, sur l'ensemble, très peu d'impact. J'ai juste eu un moment, voire même pas un moment de prise de conscience dans cet univers, dans cette exploration-là, en tout cas, dans cette expédition. Il n'y a eu qu'un seul moment où, parce que je suis en train de descendre un puits qui est de 130 mètres, justement. Donc, je suis là, en face de moi, il y a la paroi, il y a ma frontale avec la lumière, le halo de lumière qui est en face. Et je baisse ma tête, et là, je vois rien. Il y a le mur, bon, vite fait, et puis après, il disparaît dans l'obscurité. Donc, je descends dans l'obscurité, dans rien du tout, quoi. Je descends dans le vide sidéral, quoi. Et là, je me dis, bon, je vais essayer de regarder derrière moi, on va voir si je vois quelque chose. J'ai rien vu, mais j'ai pas simplement rien vu. J'ai vu un noir plus noir que noir, c'est-à-dire c'est des ténèbres tellement profonds que t'as pas besoin de le voir, tellement tu imagines la profondeur, et la profondeur, elle est tellement illimitée que ton cerveau, il serait capable de te rendre fou et de te faire bugger, tellement c'est intense. C'est comme les scientifiques qui partent dans des calculs mathématiques qui sont infinis. Leur cerveau, il part en cacahuète. Et bien là, c'était pareil. C'était un moment où, en fait, j'étais tellement insignifiant que ça m'a fait peur, tellement d'insignifiance. J'étais tellement rien. J'avais tellement aucune emprise. J'étais tellement petit que ça m'a fait, ça m'a réveillé une peur primaire. La peur primaire, c'est quelque chose qui est intrinsèque à chaque être humain. C'est une peur qui se ressent dans toutes les générations, qui se transmet à travers les âges. Voilà. C'est quelque chose qui te fait sentir que la mort te regarde, tu vois. Et elle t'a regardé cette fois-ci ou... Moi, je pense que c'est pas parce que tu la vois pas qu'elle te voit pas, elle. Ok. Je pense que c'est pas parce que tu vois pas la mort qu'elle te regarde pas, ouais. Et là, je pense qu'elle m'a regardé bien droit dans le halo de ma lumière et qu'elle m'a dit, c'est la seule chose que t'as face à moi. C'est ta lumière. Et elle est pas grande du tout. Donc là, c'est là que tu deviens, tu deviens humble vis-à-vis de ce qui se passe, quoi. Et ça, c'était juste après mon erreur qui m'avait justement rendu encore plus humble vis-à-vis de... Juste après ou juste avant? C'était juste après. Ok. Ouais. C'était après, puisque avant, j'ai fait un décrochage. Normalement, t'as ce qui s'appelle des petits ponts en fait de cordes où tu as un mousqueton au milieu et puis tu as deux cordes, donc tu te détaches, c'est comme une via ferrata en fait. Ouais. Tu te détaches, tu mets tes longes, tu te rattaches sur la deuxième corde, comme ça tu es toujours attaché quelque part.
Et moi, à un moment, je mets qu'un seul mousqueton sur une des cordes. Et puis je me dis, je vais juste avancer en grimpant un petit peu. Au lieu d'y aller tranquille, de raccrocher un peu plus loin. Donc de laisser mon mousqueton de derrière accroché sur la corde précédente. Je l'ai détaché, j'ai juste laissé un mousqueton. Donc là, j'étais que sur une seule corde comme ça. Et donc là, je longe le mur. Il y a un peu d'humidité sur le mur. On est quand même... je devais être à moins 400 mètres. Je ne sais même plus où j'en étais exactement. Hein. Tu ne te rends plus vraiment compte au bout de 8 heures. Et là, mon pied glisse. Et là, j'étais quasiment en plus au bout d'une courbe où j'arrivais au prochain point. Et là, je me tape un vol plané avec la corde qui zippe, le mousqueton sur la corde. Et en fait, en dessous de moi, il y a un puits de 130 mètres dans l'obscurité totale. Quoi. Je veux dire, là, c'est l'enfer. En bas, c'est l'enfer de Dante qui t'attend. Il n'y a pas la lumière, il n'a pas allumé. Tu vois. Là, j'avoue que je n'ai pas ressenti de peur. J'ai plutôt ressenti de l'instinct. Qu'est-ce que je sais faire ? En général, quand tu es dans cette situation-là, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire ? Qu'est-ce que je sais faire ? C'est quoi mon talent ? J'ai un talent, c'est quoi ? C'est quoi ? Je cut, je me mets KO, ça va peut-être marcher, tu vois, n'importe quoi. Mais trouve une solution. Moi, ce que je sais faire, c'est amortir. Donc, puis c'est sympa, j'avais pris le sac de spéléo de mon cadreur, donc j'avais en plus le matos. Donc j'avais trop de sacs en plus. Tous les rushs vidéo, l'expédition. Les rushs vidéo, je m'en foutais un peu, mais par contre, j'étais lourd, quoi. Et bon, j'avais aussi des caméras effectivement assez chères. Donc je me dis, bon, le premier truc qui est venu, c'est je sais amortir, je sais faire du parcours. Peu importe la direction dans laquelle le sol arrive, je vais l'amortir. Et ça s'est très bien passé, j'ai réussi à amortir mon saut. Le problème, c'est qu'après ça, donc j'en parle à mon pote Kiki, qui lui est le mec avec qui je descends, et qui, juste avant, je lui disais, ouais, ça tient les cordes et tout. Il me disait, ouais, c'est béton, t'inquiète. Lui, c'est un mec qui te dit, c'est béton, mais faut pas le croire. Tu te dis, c'est béton, parce que c'est normal, en fait, pour lui, mais c'est pas normal pour le commun des mortels qui a envie de survivre. C'est-à-dire que c'est des points qui sont microscopiques comme ça, qui ont été posés par les premiers gars, qui sont tout petits dans la paroi. C'est-à-dire le moindre gros choc, t'es parti, en fait. Donc, j'avais aucune protection. Et là, ma cascade, elle aurait pu clairement me coûter la vie. Et donc après ça, donc déjà je me rends compte que j'ai pas le droit à l'erreur, que là j'ai eu de la chance, clairement. Et en plus le pire c'est que je serais mort, mais en plus j'aurais coupé la voie parce qu'il faut que les mecs ils regrimpent derrière moi pour refaire la voie hein, quand même. Donc en plus j'emmerde les gens. Et ensuite donc il s'est passé ce qui s'est passé quand là je suis sur ce puits de 130 mètres et que là vraiment là c'est le coup de poignard quoi, c'est l'obscurité quoi. Et là je suis conscient que j'arrive à moins 600 mètres quoi. Et comment tu redescends de ça après, enfin je veux dire en émotion, une fois que tu as vécu ça et que t'es vaché, que t'es on va dire en sécurité cette fois-ci? Tu te concentres, t'es dans l'état de flow. On a dû t'en parler de l'état de flow. Ouais. Voilà, c'est l'état de flow. Quand tu cours, au bout d'un moment tu penses plus, tu fais. Et là je me suis mis en automatique, je faisais. Les gestes, c'était les mêmes de toute façon. Tout était à répétition. La concentration, le fait de ne pas faire d'erreur, c'est le fait de répéter le même mouvement comme si tu étais à l'usine. Tu fais la même chose. Tu es devenu un robot. Tu vois, pam, 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 pam. Du coup, pam. tu profites plus de rien, quoi. Enfin, tu es juste en optique sortir vivant. Du coup, arriver en bas, vivant. Arriver, ok. Parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai cru que j'étais arrivé en bas. Non, c'était juste une plateforme. Parce que de toute façon, tu vois pas ce qu'il y a de plus profondément en dessous. Mais une fois que tu arrives en bas, tu entends les rivières. Voilà. Et puis après, on te dit, faut passer dans le tunnel, là, avec la rivière. Tu vois. Donc là, tu te mets en caleçon, tu prends tes affaires sur toi, et là, tu marches dans la rivière gelée, en te disant, bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir, quoi. Parce que là, on est dans la merde, sinon. Ok. C'est une de mes aventures. Une de tes aventures. Parmi celles-ci ou au global Une de mes aventures dans le global. Voilà. Les spéléos, c'en était une. T'as refait beaucoup de spéléos sur celle-ci après ou... Ben justement, j'en ai reparlé, ça tombe bien, hier. Okay. Parce qu'il y a deux univers dans lesquels je ne suis pas retourné. Et c'est l'alpinisme et la spéléologie. Et je pense que parce que inconsciemment, c'est et aussi les rivières, en 3 en fait, que j'ai pas refaites. Pourquoi ? Parce que c'est 3 univers dans lesquels j'ai tellement frôlé la mort de proches et que j'ai été tellement... je me suis senti tellement insignifiant que j'ai vraiment compris que j'y arrivais avec pas assez de respect pour l'endroit dans lequel j'y allais. Donc en fait, j'avais honte d'y retourner. Je pense que j'ai encore honte d'y retourner et je pense que j'ai ce syndrome de l'imposteur encore sur ces zones-là et qu'il faut que je me reprépare
correctement, cette fois, pas dans une forme de découverte, mais dans une forme de maîtrise maintenant. Donc effectivement, je peux devenir un bon spéléologue, je peux devenir un bon alpiniste, je peux devenir un gars qui se débrouille bien en eau vive, mais quand tu as failli mourir 5 fois sur un glacier en Norvège pendant un blizzard, quand tu as failli tomber dans les tréfonds de l'obscurité à moins 600 mètres, quand tu as failli te noyer sur 400 mètres et que tu t'es fait laver par la puissance d'une rivière, là tu reviens pas tout de suite. Tu reviens pas tout de suite. Tu prends conscience que si je veux être utile là-bas, il faut que je sois fort. Mais là, je suis un petit con, comme dit mon père. Moi, j'ai noté dans mon carnet, là, en revenant de la jungle, si t'es un petit con, sois un petit con fort. Parce que quand tu fais des conneries, si t'es pas fort pour t'en sortir, tu reviendras jamais. Donc, c'est là où j'en suis avec ces 3 univers-là. Et au-delà de ces univers-là, quand tu frôles la mort comme ça autant de fois, est-ce que tu arrives quand même à apprendre quelque chose sur toi, ou est-ce que tu es tellement dans un état de danger que tu chiffres dans l'état de flow et en fait on verra ce qui se passe, mais je me concentre. C'est le lâcher prise. Clairement, le plus gros apprentissage que vous allez pouvoir faire en allant face à la mort, c'est d'apprendre le lâcher prise. C'est de se dire au final, si je traverse et que j'ai pas fait gaffe au feu rouge, je me prends une bagnole, je meurs. Si je vais chercher dans des endroits hyper dangereux des sensations, la mort me guette, elle me regarde, tu vois, de l'autre côté du mur. Si je fais pas gaffe à comment je passe cet obstacle, la mort va me trouver. Donc il faut arriver à lâcher prise aussi et se dire que même avec toute la maîtrise qu'on pourra avoir, il y a des choses qu'on pourra jamais changer. La mort en fait partie. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter clairement. Et je pense que on meurt tellement bêtement à l'heure actuelle. On meurt tellement de manière... c'est pas beau. Il n'y a eu qu'une beauté dans la mort que je vois autour de moi. De tout ce que j'ai pu voir autour de moi, la mort n'est plus belle. C'est plus quelque chose de solennel, c'est plus quelque chose de beau, c'est un business. C'est des morts bêtes, des morts inutiles. On ne sait plus mourir. Donc on ne sait plus l'accepter, la mort. Et donc c'est ça que ça vous apprend. Ça vous réapprend à savoir vivre, mais surtout à savoir mourir. Chose que vous allez devoir faire autant que de vivre. Et c'est ça que moi, ça m'a appris, clairement. Donc là, tout ce que je fais dans mes engagements sont évidemment avec la vie comme énergie, mais je suis pas stupide. Ouais. Là, j'ai pas de masque, tu vois. Je peux pas jouer les stupides face à la mort. Tu peux que l'accepter. Donc, voilà. Et face à la mort ou des choses comme ça, parce que tu crées beaucoup de contenu, mais au-delà de créer du contenu, est-ce que tu fais des choses pour toi, que ça soit du journaling ou pour travailler ça, justement, te remémorer ces passages, on va dire, renforcer ou améliorer ta philosophie et ta perception du monde par rapport à ça, ou est-ce que l'aventure te suffit et se suffit à elle-même dans ton cas ? C'est-à-dire en ce moment-là, avec déjà ce que j'ai vécu, j'ai remarqué que effectivement j'avais toujours cette recharge sociable qui au final était plus une énergie négative pour moi. C'est juste que j'étais dans un contexte qui faisait que... Et je me rends compte qu'en fait je me détache de l'humain, je me détache de la sensibilité et je me rapproche de la solitude de plus en plus. Et en fait je m'y retrouve beaucoup plus. J'ai l'impression que tout m'a mené à aller vers la solitude, aller vers la difficulté, ne jamais rester dans une zone de confort trop longtemps. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, tous mes amis sont fous, clairement. Et en fait, j'ai découvert que c'était eux qui étaient normaux. Et c'est ça qui, au fur et à mesure de ma compréhension, m'a permis de me dire que là, j'en étais à un point où, en fait, la seule réelle bataille que je vais avoir à faire potentiellement, c'est à faire l'opposé de ce que je suis, parce que je vis dans un monde où je ne suis pas seul. Autour de moi, il y a la nature, il y a les animaux et il y a les humains, donc la sociabilité. Donc il faut que je réapprenne à me sociabiliser.
Il faut que je ne me perde pas dans ma solitude. Parce qu'un aventurier, un aventurier, un explorateur, c'est quelqu'un qui est censé toujours revenir de ses explorations. Un explorateur qui ne revient pas, il est mort. C'est quelqu'un qui est mort. Voilà. Moi, j'ai peur de ne plus avoir envie de revenir. Pas parce que je veux mourir, mais parce que je me détache tellement que je continuerai mon chemin sans jamais regarder derrière moi. Simplement, je sais qu'à un moment, je pourrai faire tous les tours du monde que je veux, je reviendrai à mon point de départ. Et ça, c'est intrinsèque à tous les êtres humains. On revient souvent à nos points de départ. Va savoir pourquoi. Sûrement parce que le monde nous y ramène aussi. Et c'est une peur, ça, profonde, ou pas, de devoir changer un peu, quitter et de sociabiliser avec les gens? Bah, ça l'est devenu de plus en plus. Plus dans le sens parce que j'ai quand même ce truc de me dire que je réagis souvent en cas de danger pour moi ou pour les autres. C'est ce que justement m'a appris le parcours. Maintenant, je suis efficace là-dedans, donc je le fais par instinct. Et en fait, je deviens trop déçu de l'humanité. C'est un peu ça de ce que je dis. Je suis désolé, je suis un peu négatif, mais je pense que c'est le négatif qui nous apprend à tendre vers des directions ou des combats qui vont pouvoir faire opposition à ça. Et je me suis rendu compte que l'humanité, elle avait plus rien à m'apporter. Elle avait plus rien du tout à m'apporter. C'est-à-dire, je ne lui dois plus rien et je ne lui ai jamais rien dû et je ne lui devrai jamais rien. Mais par contre, ce que je lui dois, c'est mon existence. Et si je suis là, je dois interagir avec elle. Donc, je peux pas fermer les yeux. Parce que je déteste fermer les yeux face à un problème. Je déteste détourner le regard quand quelqu'un a mal. Je déteste les gens qui, à cause de leur faiblesse, vont détourner le regard. Alors que souvent, ça va être les premiers à dire « moi je suis capable de… » Tu vois. Regardez-moi, regardez ma réussite sociale. Pour moi, la réussite sociale, c'est quand tu es capable d'aider quelqu'un d'autre dans cet univers-là. Ouais. Parce que si tu n'es pas capable d'aider autre personne que toi-même, tu es inexistant. Tu n'existes que pour toi. Donc est-ce que moi, je ne deviendrais pas un peu égoïste dans ma dynamique ? Je sais pas si le monde m'a changé. Ce qui est quand même vachement paradoxal, du coup, de penser aux autres d'un point de vue bienveillant et protection quand on a du mal avec la communauté et le fait de sociabiliser. Clairement. C'est clairement compliqué pour moi. Clairement. Et quand tu te retrouves tout seul dans le désert, parce que tu l'as fait tout seul, cette expédition, on n'en a pas parlé, mais exact. Comment tu te sens du coup? Parce que, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a cette ambivalence où tu as besoin de protéger les gens, mais t'aimes pas sociabiliser. Donc, soit tu les protèges, mais tu souffres de sociabiliser, entre guillemets, soit tu souffres pas de cette sociabilité, mais t'as personne à protéger. C'est ça, ou que moi en tout cas. Je dis, c'est peut-être que je suis devenu égoïste aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire que est-ce que ma manière à moi, est-ce que mon mensonge, ce serait pas plutôt que je détourne les yeux de la réalité, que je m'enfuis pas de tout ça de façon à pas avoir à le vivre, peut-être que je vais dans le désert parce que quand je suis en ville, y a des gens qui ont besoin d'aide et que si je suis là, je vais le faire. Je vais aller vers eux, je vais tendre la main, je vais aider. Moi, je sais que je suis parti dans le désert parce que j'ai croisé une femme à Châtelet à 4h du matin quand je sortais des souterrains. J'étais tout seul avec les frérots là, et je suis tombé sur une femme extrêmement dure, en fait, parce que c'était une femme qui arrivait, qui m'approche et qui me dit voilà, je suis à la rue, je suis enceinte, je vais faire une fausse couche, faut m'aider. Donc moi je suis là, il est 4h du matin, il fait froid et je suis là, ce que je peux faire, je dis moi j'ai pas, je lui dis moi je peux t'emmener voir les pompiers, ou je peux appeler, ou je peux t'emmener voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider, parce que moi je sais pas gérer une fausse couche, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en fait cette femme là elle me demande de l'argent et moi je lui dis mais tu sais en fait j'ai pas d'argent, moi. J'ai peut-être une gueule de petit babtou là, qui est sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas d'argent parce que j'aime bien le dépenser justement dans la vie, dans l'aventure, dans ce qu'il faut, ou d'acheter des cadeaux à mes potes, tu vois, qui n'en ont pas. Et je dis j'ai pas d'argent.
Et là, elle me regarde droit dans les yeux avec un regard qui pourrait me tuer, quoi. Et elle me dit tu me dégoûtes, va-t'en, tu me dégoûtes. Et c'est ça, en fait, qui fait toutes mes cicatrices, je pense, dû au fait que effectivement, je veux aider. Mais quand je vais vers des gens et que je me dis que je peux peut-être les aider, au final, c'est des prédateurs. C'est des gens qui veulent te tuer, toi, pour se venger d'une société qui essaye de les tuer eux. Donc en fait, on est réellement dans une jungle ici. À la seule différence que les règles ne sont pas les mêmes. Et je pense que c'est ça, en fait. Je suis parti, moi, dans le désert à cause de ça. Et d'ailleurs, quand je suis parti dans le désert, j'avais... dès que je suis rentré le soir, avec ma main tremblante, comme ça, là, sur un post-it, la première chose que j'ai écrite, c'est « Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. » 3 fois. Et ce papier-là, je l'ai emmené avec moi dans le désert. Et donc, quand je suis arrivé dans le désert... toutes les semaines, je regardais ça. Et j'avais pas du tout envie de revenir en arrière. Donc, ouais, je pense que c'est une fuite. Je pense que je deviens insensible. Alors que je suis hypersensible. Moi, je pleure devant Princesse Mononoke, tu vois. Mais le monde te change. Voilà. Est-ce que nous, on va changer le monde, là ? Ce serait bien qu'on s'y mette, je pense. Et quand tu me racontes ça, je pense à un passage dans une de tes vidéos, justement, quand tu es dans le désert, où tu sauves ou soignes un papillon que tu as abîmé sans le vouloir, avec ton feu. Ouais. Est-ce que tu retrouves, je sais pas comment dire, mais plus de naturel forcément, mais moins de méchanceté ou d'animosité à aider des animaux ou des insectes plutôt que l'humain, du coup, et c'est pour ça que tu te retrouves seul avec eux, ou à nager avec des anacondas, par exemple? Je pense qu'en allant aider des animaux, on regagne en humanité, en fait. Parce qu'en fait, l'animal, on l'a désacralisé, l'animal n'est plus sacré. C'est le principe, ça, des civilisations évoluées. L'animal n'est qu'un morceau de viande, la plante n'est qu'un outil, une drogue, un passe-temps, une arme. Pareil pour les animaux, hein. On désacralise tout ça. Et moi, j'ai envie de retrouver ma sensibilité. Et ma sensibilité, c'est mon humanité, c'est mes émotions, c'est ce que je transmets. Et que ce soit un insecte, un papillon, à qui je vais parler, à qui je vais donner tout le courage du monde qu'il faut, parce que en plus, c'est à cause de moi, sale humain qui ai fait un feu là pour me réchauffer moi, égoïstement, dans le désert, qui lui ait brûlé une aile. Bah ouais, c'est ça, retrouver son humanité. C'est comprendre qu'on fait partie d'un écosystème général, que chacune de nos actions a une incidence sur le reste du monde animal ou du monde végétal, et qu'il faut en assumer les responsabilités. Et que peu importe que ce soit un papillon ou une personne, c'est ma façon de retrouver mon humanité. Et effectivement, je sais que quand j'étais, par exemple, sur le glacier en Norvège, j'avais pas trop, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien. Par contre, j'avais une luge en plastique à 20 balles de chez le vieux campeur, qui n'était pas du tout adapté, qui n'avait rien à foutre sur un glacier en Norvège à 2000 mètres d'altitude. Lui, je lui ai parlé. Il m'a sauvé la vie. Et j'étais content. Ça, c'était... en fait, j'ai recréé une personnalité à un objet, parce que pour moi, je l'humanisais, je le transformais en un être qui pense, donc à un être humain, quoi. Je pense que l'animal, tu le lis à travers sa grille de lecture à lui, c'est la lecture primaire, c'est-à-dire ses réactions, ses actions, son regard te dit énormément sur un animal. Et effectivement, dans le désert, Papy, qui n'a duré qu'une journée, à cause de moi d'ailleurs, m'a permis d'aller plus profondément dans le désert. Et d'ailleurs, j'y ai retrouvé des humains. Et la prochaine vidéo n'est pas forcément la plus belle, parce qu'on voit justement... je peux vous spoiler, parce qu'en fait, je m'en fous totalement du nombre de vues de mes trucs, hein, j'en suis plus là. Mais tu vois que c'est des camps qui sont proches des zones qui sont les plus belles, et tu as des trous dans le sable. Voilà, ils ont creusé des trous, et tous les déchets des touristes obèses là, qui viennent là et qui payent leur truc, s'engrosser là-bas là, pour se laisser transporter par des pauvres animaux pour aller voir du sable. Y a tous leurs déchets, ils sont juste jetés dans le désert. Et le désert, c'est une poubelle. Et le Maroc, leur désert, c'est une poubelle. Clairement. Il y a tous les Marocains, je vous kiffe, mais votre désert, ça devient une poubelle. Faites quelque chose. Ou faites pas comme les autres si vous avez pris exemple, ou montrez l'exemple.
Voilà. Donc le prochain épisode, il est un peu dur parce que je passe une dernière frontière humaine avant d'arriver sur un point culminant du désert. Et je suis obligé de repasser par la sociabilisation. J'arrive, je dis bonjour, je peux me reposer là 5 minutes, ouais. Je croise, alors j'ai pas mis ça parce que j'ai pas filmé, mais là-dedans, petite anecdote du désert que les gens auront là maintenant. Mais je croise une dame, une bretonne, alors je suis 50% breton, moi, et alors c'est une dame qui me parle beaucoup, et puis moi sur le côté de mon bras j'avais mis un truc que j'avais gardé d'ailleurs dans un de mes tournages Assassin's Creed qui était qu'on m'avait fait, c'était un espèce d'avant-bras en cuir, tu sais, là sur lequel t'attachais la lame en fait. Et moi je l'avais gardé parce que j'avais fait 130 km dans le désert avec un pote, Instinct Sauvage, pour faire des repérages, et j'avais remarqué qu'en fait quand tu marches dans le désert, souvent le soleil, quand tu pars, il tape à droite, quand tu reviens, il tape à droite. Okay. Donc en fait, parce que tu fais l'aller-retour, donc en fait t'es toujours au même côté d'exposé. Et donc, je me suis dit, je vais mettre cette protection en cuir, parce que le cuir, c'est de la peau, quoi. Donc, ça va bien me protéger. Et en fait, cette dame-là me voit arriver avec des foulards partout, un pantalon d'aventurier, un espèce de bras comme ça, comme si j'allais attraper un aigle, tu vois, à Assassin's Creed. Et en fait, elle me regarde et elle se moque, en fait. Elle se moque de moi. Et moi, je suis là à écouter ses problèmes, à écouter le fait qu'elle râle surtout. Et à un moment, j'ai un déclic dans ma tête et je me dis, mais pourquoi est-ce que j'écoute cette personne ? Et je suis au milieu du désert, là. Qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fais là ? Et là, elle continue de parler, puis je me barre, sans rien dire. C'est-à-dire du dédain total. Et là, avant de repartir dans les grandes dunes, donc les très grandes dunes, là, je pars pour plus revenir. Là, je parle dans le désert, j'ai plus envie de revenir du tout. J'ai envie d'aller tout droit, là. Là, à ce moment-là, j'ai failli pas revenir, clairement. Et pourquoi t'es revenu, du coup ? À part le fait que tu l'aies prévu à la base. Parce que j'ai croisé, en fait, sur la plus haute dune du désert, là-bas, en tout cas, donc la Ertcheganga, j'ai vécu une scène que j'imaginais dans le désert, et là je l'ai vu, je l'ai même pas filmé parce que j'étais subjugué par le moment. Et en fait, tu avais un jeune guide, tu devais avoir, je sais pas, même pas une vingtaine d'années, de chameaux, tu sais, qui emmènent les touristes et tout. Et là, il n'y avait pas de touristes, rien, ces chameaux en bas, la grande dune gigantesque, un ciel bleu magnifique, le soleil qui tape. Et là, ce jeune nomade qui, en fait, est là avec son chèche, tu sais, au vent, un chèche extrêmement long. On aurait dit le petit prince, tu vois, sur sa planète, qui est en train de s'amuser sur la plus grande dune du Maroc, le chèche au vent, en sautant dans les côtes, dans les pentes de la dune, heureux comme tout, tu vois, heureux de la simplicité du monde et de la beauté de l'endroit dans lequel il emmène des humains stupides et insignifiants qui s'en rendent pas compte. Et lui, il m'a redonné la beauté, tu vois, il m'a redonné la valeur de ce qu'était l'endroit dans lequel je me trouvais. Et d'un coup, j'ai plus envie d'aller chercher la mort dans le désert, j'ai eu envie de revenir pour raconter la vie que j'y ai vécue, tu vois, et que j'y ai vue. Et que la plus belle image que j'ai de ce désert, c'est ce nomade. Et je l'ai filmé sur la montée, quand j'ai monté. Je monte, je sors ma caméra tout de suite parce que j'ai pas pu le filmer pendant qu'il sautillait partout. Et je le regarde, il est heureux, il a un grand sourire tellement que je vois qu'il a encore plein d'herbes de thé dans les dents, tu vois, il est dans dégueulasse, il est heureux comme tout. Et ça c'est ce qui m'a fait revenir. C'est clairement ce qui m'a fait revenir. Parce que clairement, je serais allé encore plusieurs kilomètres plus loin et j'aurais fini mon eau. Et là, j'aurais réfléchi, je me serais assis, j'aurais réfléchi. Et je serais revenu, si j'étais revenu en PLS total. Déshydraté, c'est sûr. Mais j'aurais poussé jusque-là, je pense, ouais. Parce qu'au début, je disais, quand j'ai envie de partir, c'est de partir et ne plus jamais revenir, mais en restant vivant, là, il y avait une envie de partir. Tant que je retrouve le vivant, et ça, je le retrouve dans la nature. Et là, je l'ai vécu comme aventurier, c'est-à-dire que je pars pour ne pas revenir. Mais par contre, à chaque fois que je pars, dans les endroits où je vais, au milieu de la nature, le vivant me rappelle à l'ordre. Le vivant me dit, non, ici, c'est beau. Retourne chez toi. Rentre de là d'où tu viens, tu vois. Ouais. En gros, il me dit retrouve la beauté que tu as perdue parce que tu n'es plus capable de la voir, tu vois. Rentre chez toi, regarde les détails, regarde ce qui était beau. Et c'est ça qui me renvoie chez moi à chaque fois dans toutes mes aventures. Et maintenant que tu es revenu, que tu as retrouvé ces yeux pour voir la beauté dans le désert, pour ceux qui vivent à Paris sous la grisaille ou qui n'ont pas la chance ou la possibilité de partir la voir dans le désert, est-ce que tu as un conseil à leur donner ou à nous donner
pour essayer de revoir cette beauté dans l'humanité, dans le vivant? Je vous avouerai que j'ai pas de bonne solution. J'ai juste des rêves et je pense qu'il faut continuer de se faire rêver. Si vous avez envie de voir quelque chose de beau, vous pouvez juste fermer les yeux, en fait. Vous voyez, vous avez le droit de commencer à vous mentir, de rêver d'un mensonge, de quelque chose d'idyllique, parce qu'au final, c'est comme ça que tout commence et c'est comme ça que tout change, je pense. Si on se remet à rêver, on peut faire en sorte que le rêve devienne une réalité et plus simplement un rêve, tu vois. Moi, j'en ai vu plein arriver jusqu'au burn-out pour se dire « faut que je change de vie ». Quand je vois, c'est pareil, j'ai des potes qui sont devenus des super entrepreneurs, qui font plein d'argent, qui sont dans le moule et contents d'être là à dire « regardez, je réussis socialement », tu vois. Et ils me regardent et ils me disent « et toi, comment ça se fait que tu n'y arrives pas ? Comment ça se fait que tu ne fites pas dans le moule ? Pourquoi tu ne fais pas un effort pour fitter là-dedans ?» tu vois. Et en fait, tout ce que je peux dire à ceux qui sont dans ce moule-là et qui se disent que tous leurs problèmes n'ont pas de solution et qu'il n'y a aucune échappatoire, je veux dire, vous avez le droit de vous enfuir. Ouais. Qui vous le reprochera ? Ceux qui veulent vous enfermer ? Ceux qui veulent vous garder ? L'amour, c'est laisser l'autre à sa liberté, comprendre la liberté de l'autre. Le travail, on le fait pour soi. On travaille parce que ça amène quelque chose. Avant, le travail, c'était pour se nourrir. On chassait, on cueillait, on pêchait, on troquait à d'autres en fonction des besoins. Pourquoi vous travaillez ? Pourquoi ça vous met de la pression ? Pourquoi vous avez acquéri tout ce que vous avez ? Et si le fait de tout lâcher, c'était ça, le vrai trésor de votre vie ? Et si ne rien avoir, c'était tout avoir ? Et c'est ça que je vous dis, moi. C'est que vous avez besoin de rien à part de vous-même. Soyez fiers de vos réussites, assumez vos décisions. De toute façon, vous allez vous confronter et vous allez être confronté à des choses sur lesquelles vous ne pourrez rien faire, contre lesquelles vous ne pourrez rien faire. N'attendez pas d'être vieux, n'attendez pas votre retraite pour vivre. Moi, j'ai commencé par ma retraite, j'ai rien foutu à l'école, j'ai rien foutu du tout. J'ai joué aux jeux vidéo, j'ai kiffé avec mes potes, j'ai fait toutes mes conneries. Et là, on me regarde, on me dit hey, « et ta retraite ?» Mais ma retraite est tellement riche. Mais si tu savais. Donc oui, non, sortez, faites-le, confrontez-vous à vos peurs. Ça me fait rire parce que ça me fait beaucoup penser à une histoire de ce que tu racontes là avec tes amis qui sont devenus entrepreneurs et toi qui as gardé ta vie, mais c'est l'histoire d'un Américain et d'un pêcheur mexicain. Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Non, mais à mon avis, je connais la fin. Où c'est un Américain qui part en vacances au Mexique et qui voit un pêcheur au bord de l'eau qui est heureux. Et quand il discute avec lui, il lui demande ce qu'il fait de ses journées. Il fait je vais pêcher un poisson le matin et je le ramène et je passe la journée avec ma famille et on mange. Et l'Américain, il lui fait mais c'est débile, tu devrais pas faire ça, tu devrais pêcher toute la matinée et vendre des poissons l'après-midi. Et le Mexicain, il fait mais pourquoi faire ? Comme ça, tu fais de l'argent et après, tu achètes un deuxième bateau et vous pêchez toute la matinée et vous faites encore plus d'argent. Et il lui dit mais pourquoi faire ? Et il lui répond comme ça, après, vous faites une usine et t'embauches des gens et vous faites encore plus d'argent. Et il lui répond encore mais pourquoi faire ? Et il fait comme ça, après, tu peux exporter ton poisson, t'as plus besoin de travailler, t'embauches des gens. Et toi, t'as plus qu'à passer ta matinée à pêcher un poisson pour nourrir ta famille et passer la journée avec eux. Exactement. Tu reviens au point de départ. C'est hyper intéressant et hyper riche de voir ça comme ça. Merci. Je ne connaissais pas. Pour finir, on arrive sur les questions de fin, mais il y a une question que je pose souvent parce que le podcast s'appelle Crisis, donc les personnes qui ont transformé leur crise en opportunité. Je pense que tu en as tellement et tout le monde en a beaucoup, mais si c'était à refaire, pour toi, quelle est la crise que tu referais sans hésiter ? Alors quand je dis crise au sens large, ça peut être une blessure, un échec, une peur, peu importe, mais... Que je referais L'amitié. C'est-à-dire ? Je reprendrai les mêmes risques, même si je sais les résultats. Ok. Parce que ça en vaut le coup, quand même. Pour espérer avoir une issue différente, du coup, pour...
parce que ça t'a appris tellement de choses, même si la finalité n'était pas la bonne. C'est ça, en fait. Je suis très fier de tout ce que sont devenus mes amis. Même ceux que tu vois plus forcément, du coup. Ouais. Surtout ceux que je vois plus, c'est ceux qui m'importent le plus. C'est ceux qui doivent réussir. Parce que je les ai plus à l'œil. Voilà. Maintenant, je pense à moi. Donc, mais je referai ça, les amitiés. Même si c'est ce qui me fait le plus souffrir, parce que la réussite des autres, c'est la leur. Même s'ils veulent que la leur soit la tienne, et que c'est pas la bonne façon, au moins eux, ils sont heureux. Et je pense que dans la vie, voilà. Okay. Je suis fier de mes amis. Merci beaucoup. Et je referai cette erreur. C'est une très belle réponse. 2 dernières questions que je pose. J'allais dire, imagine que ta vie est un film, mais c'est déjà un film tellement il y a de chapitres. Mais si on imagine que ta vie est un film qu'on voit au cinéma, qu'est-ce que les gens qui seraient dans la salle crieraient ou te crieraient de faire, qui est obvious pour eux, la prochaine étape vers laquelle tu dois aller? Si la salle pouvait me dire où aller ensuite. Quand on est dans un film et qu'on crie que le meurtrier est dans le placard ou qu'il faut quitter cette relation toxique ou qu'il faut prendre ce chemin plutôt qu'un autre, qu'est-ce que les gens te crieraient? Je pense qu'ils me crieraient de partir pour mieux revenir. Ok. Voilà. C'est ce que tu vas refaire? Et c'est ce que je vais refaire. Trop bien. Bientôt? Le plus tôt possible, effectivement. On n'a pas un peu de teasing sur les prochaines aventures? Si, trois aventures en préparation. Il n'y a pas d'ordre spécifique, même si de toute façon il y aura des conditions spécifiques dans lesquelles il faut que je parte. Mais en gros, l'Afrique du Sud pour devenir tracker. Okay. Je vous laisse découvrir ce que c'est qu'être un tracker. Il y en a très peu dans le monde, au final, des maîtres trackers par exemple. Le Groenland, avant que l'autre idiot il fasse des bêtises. Et c'était quoi le troisième? Je pense que c'est celui le Brésil là. J'aimerais retourner dans la forêt amazonienne. Okay. Parce que je suis allé faire des repérages et je pense que je suis un peu plus prêt. Ok. Donc c'est les 3 domaines que tu nous disais tout à l'heure de là où tu aimerais bien retourner. Ouais. Enfin, les 3 domaines, c'était spéléologie, les rivières et les glaciers. Donc effectivement, je vais retrouver le grand froid et la glace, le froid au Groenland. Spéléologie, j'y reviendrai à l'occasion, mais je pense que j'y retournerai d'abord avec quelqu'un, humblement. Et puis l'eau, pour l'instant, reste l'élément avec lequel je suis le moins à l'aise. Mais je pense que je ferai face, au lieu de faire face à des rivières, j'irai directement chercher la mer. Ok. Ouais. Parce que je pense que là, je la respecterai plus quand je vais y arriver. Ok. Parce que la rivière, je pense qu'elle était petite, mais pas moins violente. Justement, parce qu'elle a failli me tuer quand même. Mais je pense que je me suis pas rendu compte. Et je pense que pour que je me rende compte de la hauteur de la bataille, il faut que j'ai l'adversaire en face de moi, il faut qu'il soit titanesque. S'il n'est pas titanesque, je redeviens un humain beaucoup trop... Arrogant, ouais, clairement. Donc j'ai fait le plus grand glacier de Norvège en novembre. Stupide idée. Je suis descendu à moins 600 mètres et j'ai voulu faire comme si j'étais sur un petit mur d'escalade. Stupide idée. J'ai voulu me jeter dans une rivière qui était en crue, dans lesquelles même les athlètes de haut niveau avaient été interdits d'aller parce que j'étais pas capable de lire la rivière. Stupide idée. Que des idées stupides qui font que tu es encore vivant et... Je suis vivant parce que j'ai de la chance. Je suis vivant parce que j'ai de la force. Et je suis vivant parce que je dois revenir. Jusqu'à maintenant. Donc, tu gagnes des points de sagesse en échange de points de vie, c'est ça? Voilà, j'ai perdu sur mes 9 vies de chaton du parcours, il doit m'en rester 3. Donc j'ai encore un peu de marge. Et ça se recharge si je fais des bonnes actions. J'en ai fait quelques-unes. Parfait. Voilà. Dernière question pour finir. C'est pas vraiment une question, mais j'aime bien demander en général au moins une reco littéraire pour ceux qui nous écoutent
Je pense que tu dois lire un peu quand tu es tout seul dans le Sahara ou des choses comme ça. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Plusieurs si tu veux, mais... Alors ceux qui aiment bien un peu de technique sympathique, je dirais du Théodore Monod pour le désert. Ok. Un livre en particulier de lui ou... Non, je pense que c'est important de choisir soi-même son livre. Je vous donne l'auteur, à vous de choisir l'histoire que vous voulez qu'il vous raconte. Et puis, ouais, je crois que c'est pas mal. J'en aurai quasiment un pour chaque environnement. Ouais. Mais je pense que, en tout cas, petit conseil lecture, si jamais vous partez à l'aventure, prenez un livre technique sur le terrain sur lequel vous allez aller. Et un livre complètement imagé, en tout cas, ou d'un aventurier ou autre chose, mais qui n'a rien à voir avec l'univers dans lequel vous êtes. Pour se vider la tête. Pour complètement sortir de là, parce que c'est des enfers dans lesquels vous allez aller. Voilà. Donc, des fois, il faut se détacher un peu. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. Merci à toi.